Voilà. Petit exemple des échanges organisés donc par la CPTS. Là, je vais rapidement céder la parole à Monsieur Bizard, qui est donc l'invité principal quand même de cette soirée, qui va nous parler du système de santé et voilà. Est-ce qu'il y a des pistes pour faire quelque chose et dans quel état il est. Voilà. Ah. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va? Période postprandiale se passe bien. Merci à la CPTS, aux dirigeants de cette CPTS de m'avoir invité. Merci à ce territoire de m'avoir invité, de s'intéresser au futur système de santé, puisqu'il va falloir qu'on passe à l'étape d'après. C'est une page qu'il faut écrire. Elle est un peu difficile à écrire, mais on va réussir à l'écrire s'il y a un engagement collectif. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis professeur d'économie. J'ai fait l'essentiel de ma recherche depuis une quinzaine d'années sur l'économie de la protection sociale en général et du système de santé en particulier. En fait, je suis macroéconomiste, c'est-à-dire que toujours ce qui m'intéresse, c'est on travaille sur des modèles, sur l'économie à l'échelle des États, macroéconomiques, etc. Bon, il se trouve que quand j'étais aux États-Unis, j'ai été amené à travailler sur le système de santé américain, que M. Clinton voulait refonder lui aussi. Et voilà, ce qui m'a fait un peu aller sur le système, puis j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et quand je suis revenu en France, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde, à part quelques marxistes qui s'occupaient de ça. Je me suis dit, tiens, il faut peut-être qu'on s'y intéresse. Bon, je plaisante, bien sûr. Mais c'est un peu vrai. Donc, en tout cas, qui ne défendait pas beaucoup, je sais qu'il y a pas mal de libéraux là, mais qui ne défendait pas beaucoup l'exercice libéral, pensant que c'était le problème. On y reviendra parce que c'est toujours un peu dans l'ADN de ceux qui pensent penser le système. Bref, après avoir travaillé un petit peu dans mon coin avec Sciences Po, avec des choses, bien vu qu'on n'avait pas beaucoup d'impact sur le système, puisque tout ce qui est en train d'arriver là n'est pas le fait du hasard. Tout s'explique. Tout était anticipable, mais on ne va pas refaire l'histoire, je ne dis pas ça pour... mais en tout cas, il n'y a pas de surprise à avoir. Vous tenez le système du haut de vos bras depuis une dizaine d'années. C'était assez anticipable qu'à un moment, les soignants allaient céder. C'est ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, c'est l'étape incontournable, parce que notre pays est comme ça, il est génial, mais c'est pas... L'Allemagne, ça fait 30 ans qu'ils réforment leur système de santé. Tout va pas bien en Allemagne. Enfin, ils sont nettement plus en avance sur les principaux enjeux, parce qu'ils y sont allés au consensus depuis 30 ans. D'accord ? Nous, on va y aller brutalement. Bon. C'est comme ça, c'est ce qu'on a fait dans plein d'autres domaines. Donc, pour essayer de peser davantage, moi, j'ai créé un centre de recherche dédié à la refonte, je parle maintenant de la régénération du système, je vous expliquerai pourquoi, qui s'appelle l'Institut Santé, qui est un peu une ombrelle autour des principales sensibilités du système. On a la CGT Hôpital avec nous, et puis on a les patrons de certains syndicats libéraux. L'idée, c'était de faire du transversal, du systémique, avec une pensée indépendante de toutes les pressions financière, politique que ce système connaît bien, et de trouver, si on y arrivait, les points d'équilibre qui permettent d'avoir une plateforme de régénération de ce système. Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Parce qu'on est tous très occupés. C'est que je pense que la régénération, elle viendra de la pression de la base. Bien sûr qu'il faudra ensuite qu'il y ait une décision politique, qu'il y ait une grande loi de santé ou des ordonnances, puisque l'essentiel des décisions depuis 70 ans, elles se sont faites par des ordonnances. 45, 58, 67 et 96, on y reviendra. C'est pas un hasard. Mais comme à chaque fois, et dans ce sympathique dîner avant, évidemment, toujours, c'est alors les politiques, est-ce que vous les rencontrez ? Mais
n'attend rien du politique. Non mais c'est pas, et je dis pas ça du tout, moi je les côtoie en permanence, hein, j'essaye d'être un peu intermédiaire entre universitaire, terrain et le truc pour que ça bouge, mais donc je dis pas ça du tout, j'ai un profond respect pour les politiques, mais nous sommes dans un monde plein soit de croyances, on a tous des croyances, mais ou d'ignorance totale, parce que notre système a été un formidable système qui n'a pas eu besoin d'intervention politique depuis 50 ans, à part 96, qui est l'accident de parcours qui casse le modèle. Et pourquoi pas casser le modèle, mais il faut avoir un autre modèle à proposer, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on est dans un espèce de mélange de plusieurs choses où vous vous dites, mais dans quel monde je suis? C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est logique par rapport à ce qui s'est fait avant. Et donc, donc, on a travaillé pendant 4 ans et on a trouvé une plateforme commune qui convient à des gens qui ont une vision profondément collectiviste, profondément un peu étatique, mais étatique, c'est une autre dimension, mais en tout cas pas libérale. Et puis ceux qui ont une vision très libérale de la chose. D'accord ? Le ciment de tout ça, c'est la culture française. Vous savez que notre système est fondé sur les valeurs républicaines. C'est le seul système qui s'intéresse à la liberté des acteurs. Ce dont ne s'intéressent absolument pas des pays plus libéraux que nous, qui sont l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre, vous êtes dans les mains du NHS, vous avez strictement pas de pouvoir de contrôle, d'orientation, c'est le NHS. Aux États-Unis, vous êtes dans les mains de votre assureur privé. D'accord ? Nous, notre modèle, il est pensé pour laisser cette autonomie aux acteurs avant qu'on le casse par rapport à ça. Bref. Donc voilà, donc on a trouvé ça et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre ce soir. Alors, ne soyez pas inquiets si vous dites « Oh là, il est parti de haut », parce que il faut que vous soyez convaincus, mais je pense que vous le serez dans 1 heure. Mais parce que je sais, j'étais encore à une discussion hier avec un des types qui a normalement pensé avoir révolutionné tout le numérique en santé, et je lui ai dit « Mais Coco, moi je passais une nuit il y a 1 an dans une urgence après un accident. Je lui ai dit « Mais t'as vu, regarde l'hôpital public. Je sais pas ce que tu as fait dans le numérique, mais ça devrait être une machine de guerre, l'hôpital public, où en France, avec toutes ces innovations qu'il y a, on devrait se dire, mais on devrait être des machines de guerre. Tout devrait être une machine de guerre, avec toutes ces innovations. Regarde dans quel état il est. Bon. Parce que lui était l'opposé, il me dit, mais toi, tu es dans le systémique, moi je suis dans le fer. Ah, t'es gentil, mais on est montrer qu'on va être dans le fer tout en étant dans le systémique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous ne pouvez pas faire bien à cause de verrous qui sont un peu plus hauts que vous. Par exemple, la place de l'État. C'est pas la bonne place qu'a l'État aujourd'hui. Donc ça bloque. Ou alors, il faut aller vers un modèle qui soit adapté à la place qu'on veut donner à l'État. Et le mois de juin va être encore une caricature de cette pensée que l'État aura la solution au problème d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'intéresser le financement. Quand vous avez 2 financeurs pour financer la même chose, même pour des produits de santé qui coûtent 10 €, ça ne peut pas marcher. Alors on se dit, bon, c'est pas grave, on a un pays riche, finalement on sait que ça coûte trop cher, mais oui, mais sauf que quand on est sur des dépenses publiques à 80%, forcément, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a une maîtrise de ces dépenses qui est indispensable. Sinon, on privatise tout et on laisse le système, en fonction des revenus des gens, fonctionner, ce qui se passe aux États-Unis. Ça n'a pas que des inconvénients d'avoir une forme de privatisation, c'est que ça libère énormément de ressources, puisqu'il n'y a pas de maîtrise des dépenses publiques à avoir. Sauf qu'évidemment, ça génère un système qui doit être adapté à une culture, qu'est la culture américaine du citoyen autosuffisant, où l'État, surtout, ne s'occupe pas de l'essentiel de ses activités. Pas tellement modèle français qui recherche l'égalité des droits. Donc ça, c'est très important, parce que, d'abord, c'est comme ça qu'on trouve le consensus. Parce que dans cette société, contrairement à ce qu'on croit, il y a un consensus large sur des valeurs fondamentales. Alors par contre, quand on arrive sur des choses un peu plus pointues, comme l'immigration, les droits des uns et des autres, bon, là, ça commence à se friter un peu. Mais sur le socle, on reste une société très forte. Donc il faut partir du socle pour repenser la santé.
Alors, 3 temps. Le premier, c'est un peu un diagnostic, puisque je suis face à des professionnels de santé, avant de vous apporter les solutions. Et je vais y passer 7-8 minutes. Il faut quand même vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi le système s'effondre et pourquoi il continuera à s'effondrer si on ne le reconstruit pas. Ça, c'est une certitude. Je vous dirais quand il n'y a pas de certitude ou quand c'est une conviction personnelle. Et ça, c'est... Il y a eu un choc externe. En gros, le monde a changé autour. Et notre système, il a été pensé dans un monde qui s'est radicalement transformé. Et on a agi, parce que les pouvoirs publics n'ont pas été les bras ballants. On a agi, mais on n'a agi pas de la bonne façon. Pas volontairement, évidemment, mais on n'a pas agi de la bonne façon. Bon. Donc ça, c'est le diagnostic. Deuxième, c'est je proposerai cette vision, ce futur système, qui nous tend les bras. Hein. Vous allez voir, ça peut se faire. C'est une réforme qui prend 3 ans, des mesures à 3 mois, des mesures qui prendront 3 ans, dont cette territorialisation qui vous concerne. Et puis, on finira par, finalement, comment est-ce qu'on peut rendre ça possible et si on ne le rend pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Donc, diagnostic, c'est ces transitions absolument très aiguës, très fondamentales. On parle de triple transition, que vous connaissez par cœur. Je vais faire vite, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est un peu le so what des Anglais. C'est OK, transition démographique, d'abord. La population vieillit, OK, ça fait 200 ans qu'elle vieillit, sauf qu'entre 2010 et 2040, le vieillissement, on ne l'a jamais connu et probablement qu'on ne le connaîtra jamais aussi intensif. Hausse de l'espérance de vie très forte au XXe siècle et le baby-boom. Okay, ce qui fait que les plus de 60 ans qui étaient de l'ordre de 20 à 21% de la population, 2040, 33%. Les plus de 75 ans, 6 300 000 personnes en 2010, 2040, 12 millions. Ils doublent. Population des plus de 75 ans qui double, ça veut dire... Pardon? Alors, moins d'actifs, ça c'est une bonne remarque, c'est rare qu'on me l'aille là-dessus, mais vous avez raison, parce que c'est une des conséquences importantes, mais plutôt sur le financement et sur le monde du travail. Mais, oui, l'explosion de la demande de soins. Bon. Pardon? Et de la dépendance. Parlons de façon générale, plus de demandes de santé. OK ? On pourrait faire d'ailleurs une conférence sur la demande de santé. Mais plus de demandes de santé. Bon, donc, on voit aujourd'hui une horde, chaque année, de centaines de milliers de nouveaux patients qui rentrent dans ce monde des affections de longue durée, qui est un monde que vous connaissez bien, mais qui est un monde qui n'a pas grand-chose à voir avec les maladies infectieuses, les pathologies de courte durée. Mais ce n'est pas un phénomène croissant. C'est une vague. 3 millions en 1990, 14 millions au moment où on se parle, et ça va monter gentiment de 400 000, 500 000 de plus par an. Et on s'étonne qu'on ait du mal à gérer. Oui. Alors est-ce que c'est une surprise? Non. Pas vraiment. Ça fait 30 ans qu'on sait à peu près la structuration de la démographie en 2010, en 2020, et on la connaît en 2040 parfaitement et plutôt bien en 2070, à 4-5% de marge d'erreur. Bon. Alors, ça change quoi? Ça change la stratégie de gestion du risque. Vous savez qu'un système de santé, c'est un système de gestion de risque. Si on crée un système et si on ne laisse pas les gens gérer individuellement, c'est qu'il y a un risque qu'on appelle la maladie et qui nécessite d'organiser cette gestion du risque. Okay? De la même façon qu'à la retraite, il y a un risque qui est la paupérisation des gens quand ils deviennent âgés, qui ne sont plus en âge de travail et qui doivent quand même continuer à avoir une vie décente. Bon. Comme le chômage qui est vous perdez votre travail, il faut que vous continuez à avoir, etc. etc. Il faut comprendre la notion de risque. Bon. Qu'est-ce qu'on a eu comme stratégie de gestion de risque depuis 1945, ce qu'ont eu tous les États développés, parce que c'est la première étape de construction d'un système de santé, c'est pour gérer le risque, c'est la stratégie... Pardon? Ouais, mais comment je gère ce risque? Je le gère
par une stratégie curative d'accès aux soins, c'est-à-dire je développe une force médicale et paramédicale qui permet aux personnes qui ont exprimé ce risque, qui sont malades, d'avoir un traitement, une prise en charge. Voilà, c'est la première étape. Et cette première étape, on a été en effet parmi les meilleurs au monde. La France, c'est le pays qui a réussi le mieux à médicaliser les territoires sur le plan qualitatif et quantitatif. Okay. Donc, stratégie d'accès aux soins, que tout le monde revendique aujourd'hui, y compris le ministre actuel qui dit « Moi, je serai le ministre de l'accès aux soins, je veux de l'accès aux soins partout. » Le problème, c'est que dans le monde dans lequel on est, cette stratégie de gestion du risque, pas adaptée. Si vous attendez dans une population aussi vieillissante que la nôtre, avec un risque qui explose en matière de génération de demandes, le système, il explose. Donc, il faut changer de stratégie, il faut intervenir en amont. D'accord ? C'est vrai pour tous les risques sociaux. Donc il faut faire en sorte, c'est aussi simple que ça à comprendre, d'avoir une stratégie efficace pour augmenter cette espérance de vie en bonne santé, pour comprimer la morbidité. On passe à peu près 23-24% de sa vie en France en mauvaise santé. D'autres pays font en sorte que leur population passe 10% de leur temps. Si vous diminuez par 2 ce temps en mauvaise santé, vous avez réglé le problème. Le vieillissement devient une histoire magnifique. Et plus le problème que c'est pour certains systèmes sociaux, comme le système de santé. Okay ? Donc, ce changement de stratégie, ce n'est pas un changement de communication, comme on le fait depuis 20 ans. Puisque ce que je vous dis là, vous allez me dire, mais ça fait 30 ans qu'on parle de prévention. Oui, mais c'est un autre système. Un système qui a tout d'un coup 2 jambes. Une jambe maintien en bonne santé et une jambe soin. Bon. La deuxième transition, c'est la transition qu'on appelle épidémiologique, c'est-à-dire le passage en fait de risque court à un risque long. La nature du risque a changé. Aujourd'hui, 80% des personnes, les pays développés, meurent de pathologies chroniques, de ce risque long. Qu'est-ce que ça change ? Là aussi, est-ce que c'est une surprise ? Est-ce qu'on doit s'en étonner ? Non. Qu'est-ce que ça change, selon vous, dans la gestion du risque ? Après, on redescendra, hein, mais je vous mets là sur... Parce que vous allez voir que l'erreur, c'est de penser on doit être juste quelques-uns à parler du systémique, et puis on laisse ceux qui sont dans le faire, comme me dit l'autre hier, agir. Non, non. Je t'ai expliqué, on va mettre tout le monde dans le systémique et tout le monde dans le faire. Sinon, il n'y a pas de... Hein. Mais bref, donc parce que là, il faut, s'il n'y a pas votre engagement, je vous ai dit, cette réforme, elle ne se fera pas. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, qu'est-ce que ça change, en fait, ce changement de la nature du risque, avec un risque qui devient long ? Quand vous voyez un patient diabétique, est-ce que le système qui permet simplement de garantir un accès aux professionnels de santé est efficace dans un modèle où il faut prendre en charge un patient diabétique qui va vivre le restant de sa vie avec son diabète? Est-ce que ça suffit? Non. Non. Il faut que le patient, du coup, il soit éclairé, en capacité de développer une qualité de vie, en tout cas un mode de vie qui soit optimal pour lui, avec l'aide de la chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer le pilote du risque dans un risque long. Le pilote, ça doit être le porteur du risque. D'accord? Dès que vous avez un risque long, vous ne pouvez pas dire « c'est moi le système, moi l'État, moi la Sécu, moi le machin ». Il faut pas donner les clés du camion. Okay? C'est vrai pour les retraites. Quand vous aviez des retraites qui duraient moins de 10 ans, c'était pas trop la peine d'investir sur
éduquer les gens à leur retraite, qui se préparent à leur retraite. Ne t'inquiète pas, ta retraite, je m'en occupe, tu cotises et tu auras ta pension, t'inquiète pas. Quand ça dure 25 ans, c'est pas qu'une affaire de flux financier. Vous voyez, il faut l'anticiper, il faut la piloter, pareil. Okay, le chômage, quand vous êtes en chômage quelques semaines, pas la peine de s'évertuer à ce que les gens investissent sur la façon avec laquelle ils vont gérer le chômage. Bon. Quand ça dure 2 ans, là, c'est un problème. Et d'ailleurs, le seul secteur sur lequel on a changé la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le chômage. Qu'est-ce qu'on a dit en 2018 ? On a dit, en fait, on va investir 15 milliards d'euros sur les compétences, le développement des compétences, plan d'investissement compétences. Et 15 milliards d'euros. OK ? On pourrait critiquer l'exécution de ça, mais en tout cas, c'est pas un hasard si, depuis 40 ans, on n'avait jamais vu la courbe du chômage, malgré une faible croissance, baisser durablement. Pas de hasard. Quand on a une bonne stratégie, plus de chances d'avoir de bons résultats. C'est ce qu'il faut faire en santé. Il faut un plan d'investissement massif dans le capital humain, j'y reviendrai. Pas que, mais entre autres. Puisque ce n'est pas des mots, hein, le maintien en bonne santé. Si c'était facile, ça se saurait. On est tous ignares en santé quand on est. Beaucoup le restent, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir ce développement socio-économique, socio-éducatif qui leur permet d'aller chercher cette information et de l'exploiter. Bah oui, c'est la majorité de la population, même dans un pays instruit et éduqué comme la France. Bon. Donc quand vous avez une population très ignare en santé, allez pas leur demander d'avoir une bonne santé. C'est juste demander l'impossible. Donc, changement du porteur, changement du pilote. Alors vous voyez que cette vague d'étatisation qu'on voit là, c'est pour vous dire comme c'est loin de ce qu'on soit pour ou contre. Moi, ce n'est pas une vision idéologique. Hein. Encore une fois, je vous dirais que c'est une vision personnelle, mais une réflexion. Donc là, on est très 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 loin de ce qu'il faut faire. Bon. On verra comment on peut le faire. Troisième transition, c'est la transition technologique. On a une révolution. La santé est au cœur de plusieurs révolutions technologiques. Vous savez, le numérique, les nanotechnologies, les biothérapies, les sciences cognitives, l'intelligence artificielle. La santé devrait vivre une période faramineuse, gargantuesque, d'abondance, okay, avec ces révolutions. Sauf que la technologie, comme disait Heidegger, ne pense pas et ne transforme pas les systèmes, contrairement à ce qu'on pense. Ce qu'on appelle le paradoxe de Solow en économie, c'est un économiste américain qui, dans les années 90, après toute l'informatisation des entreprises, a fait une étude statistique et a regardé et a dit « mais je vois des ordinateurs partout, sauf dans les données. Je ne vois pas de gain de productivité. » Normalement, l'informatisation, par rapport à faire ces petites choses sur ces fiches, ça devrait quand même booster. En fait, je ne vois rien. Et en fait, c'est après que les entreprises se soient complètement transformées, la phase de restructuring là, des années 90, où on est passé d'organisations verticales à des organisations matricielles, tiens, peut nous aider, ça aussi, et finalement, où la productivité a été boostée grâce aux technologies. Penser que le numérique va décloisonner notre bon système de santé, ben on peut le penser, mais ce n'est pas le cas. Okay. Par contre, si vous décloisonnez le système, comme je vais vous le proposer, et que là, vous allez voir tout l'impact de ce numérique qui va vraiment suivre le patient, que le patient va emmener avec lui, dont le patient va être le vrai porteur de ces données, dont on parlera plus d'hôpital, de ville, de médico-social, mais on parlera de besoins de santé dans un territoire couvert par des professionnels de santé, qui ont tous les mêmes missions, mais tout en gardant toute leur diversité de mode d'exercice, de sensibilité. Ben, là, on va vraiment voir l'explosion du potentiel de ces technologies. La dernière transition, qui est la transition écologique, elle touche tous les systèmes, évidemment, mais ça tombe bien parce que le modèle vers lequel on veut aller, c'est un modèle au plus de sobriété sanitaire.
puisqu'on veut l'équilibre du système en améliorant l'état de santé de la population pour réduire la période de soins. Donc ça, c'est plutôt en phase avec les exigences d'une moindre consommation ou une moindre émission de gaz à effet de serre qui sont principalement à 50% dues à la consommation de produits de santé et à 20% de transport sanitaire. Alors ça, c'est le choc sur l'environnement. Deuxième choc, externe, qui fait que notre système, il n'est pas pensé pour gérer l'amont, il n'est pas pensé pour gérer les pathologies chroniques, et il n'est pas pensé pour adapter le système aux innovations. Donc, encore une fois, je suis désolé, mais il n'y a pas à s'étonner que ce système dysfonctionne profondément. Le choc interne, il est venu dans une réflexion des années 90 de recouvrer une meilleure maîtrise des dépenses. On était à des niveaux de dépenses qui étaient de l'ordre de 2 fois le niveau de croissance du PIB, de la richesse nationale, du produit intérieur brut. Donc les pouvoirs publics, à juste titre, se sont dit qu'il faut qu'on réfléchisse pour rendre ça, parce qu'on était sortis des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, entre guillemets, on s'en foutait un peu, c'était financé, mais là, on avait compris quand même qu'il y avait une cassure des années 70, des 2 chocs pétroliers, qui faisaient qu'on passait d'un niveau de croissance de 4 à 5 à 2 à 3. Bon, donc laisser une hausse des finances, des dépenses de santé de 5 à 6, ça posait un problème. Donc il y a eu toute une réflexion de hauts fonctionnaires, de les Raymond Soubi de l'époque, enfin qui était de l'époque lui, et ils sont arrivés à une idée, ils ont trouvé. Trouvé, fumée blanche, on a trouvé. D'accord ? Trouvé, c'est dans un rapport, Santé 2010, très précis, on a dit, en fait, il faut que l'État reprenne la main. Il faut que l'État reprenne le contrôle pour une maîtrise des dépenses sur l'ensemble de l'organisation du système, sur l'activité des soignants comme le parcours des soignants. D'accord ? Donc ça, c'est ce shift du modèle qui était en effet profondément décentralisé, ce pouvoir des médecins dans les hôpitaux qu'on surnommait mandarins, ce pouvoir des libéraux dans les territoires, ces médecins de famille qui organisaient la chose, ça, c'est la source du problème. D'accord ? Donc il faut qu'on régule tout ça. Donc il faut casser le pouvoir médical. Alors, il n'y avait pas que des histoires de génération. Je vous dis parce que ce qui est important, et c'est pas, il n'y a pas les gentils et les méchants. Il n'y a pas, moi je considère tout le temps, si les économistes avaient fait leur boulot, on n'en serait probablement pas là non plus. Si les professionnels de santé avaient davantage favorisé ou empêché les dérives ou favorisé les choses, on peut passer du numerus clausus. Je pense que s'il y avait eu une fronde importante des professionnels de santé, ça se serait vu, etc. Donc la responsabilité est collective. Encore une fois, l'erreur, c'est de croire que tout se passe de là-haut. Et on ne peut pas dire la santé est difficile à réformer parce que ces professionnels ont beaucoup de pouvoir, et c'est vrai que vous avez un vrai pouvoir politique. Génial, quand il y a 2 millions de patients qui passent tous les jours dans vos cabinets, forcément, ça fait un bouche à oreille qui est quand même puissant. Bon, donc ça c'est une réalité. Et puis dire, mais en fait, moi je ne peux rien faire à l'échelle individuelle. Celui qui vous parle là, il n'a pas plus de pouvoir que vous, stricto sensu, à la base. Mais ce qui gouverne le monde, c'est pas les individus, c'est pas les planètes, c'est pas les martiens, sont les idées. Donc ce qu'il faut, par contre, c'est avoir la maîtrise des idées. Marx l'avait assez bien compris. Parce qu'une fois que les idées vous échappent et qu'elles diffusent, là, vous avez gagné. Il faut que ce soit les bonnes, évidemment. Ça, c'est pas les bonnes. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, le problème, c'est de faire diffuser les bonnes idées partout. Et le reste tombera comme un château de cartes. Donc, 96, on met en place un changement très radical par rapport à l'esprit du modèle français, de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'est donc de passer
à une gouvernance étatique. Donc on crée les ARH, on crée derrière les ARS pour progressivement que l'État puisse, qui avait déjà le pouvoir sur l'hôpital public, mais pas sur le reste, puisse prendre le contrôle sur le reste, mais juridiquement, pas pour le truc. Là, on arrive avec ce qui est en train de se passer au mois de juin. Il y a encore un truc qui bouge, là, c'est les territoires. Un peu de CPTS, un peu de machin, là, c'est encore un peu autonome. Là, on y met la dernière couche, où on va mettre le directeur de l'ARS, plus le préfet, dans la 13e structure territoriale qu'on est en train de créer avec la PPL Horizon, pour voilà, s'assurer qu'au moins, là, l'État, il va vraiment pouvoir faire ce qu'il a besoin de faire. Je ne blague pas. C'est quand même ce qu'il y a dans la PPL. J'ai écrit un petit article qui s'appelle « Obsession dans l'échec », l'obstination dans l'échec. Vous pourrez voir, j'ai juste décliné et pris les 10 articles, hein, j'ai regardé, analysé. Bon. Donc voilà. Mais c'est cette pensée depuis 25 ans, et qui n'est pas propre à un parti, sinon ce serait trop simple. La démocratie, l'alternance, c'est pas propre à un parti, c'est pas propre à une personne. Donc une fois, ça serait trop simple. Bon. C'est propre à une pensée facile, où on sent qu'il y a un truc qui est en train de changer, mais on n'a pas eu la moindre idée de comment on peut adapter cet énorme truc qui nous est venu là de 45, 58, je ne sais pas comment ils ont fait là, tout ce truc pour nous créer, mais ça a super bien marché. Et là, nous, comment on va faire? On ne sait pas. Donc on a une idée simple qui est de dire, putain, on va donner tous les pouvoirs à l'État qui va nous régler ça. C'est pas plus subtil que ça, hein. Bien sûr, parce que on ne comprenne pas les 2 PPL qui arrivent, c'est pas plus subtil que ça. Bon. Pour les quelques-uns qui s'intéressent dans les législateurs au système. Donc ça, il y a eu ça. La deuxième chose, donc c'est la maîtrise des dépenses, qui est l'alpha et l'oméga, là pour le coup d'une vision qui est assez répandue, mais qui n'est pas répandue dans tout le spectre politique, mais encore une fois, pour la raison que j'ai évoquée avant, tout le monde suit, qui est la vision que j'appelle technocratico-comptable, qui est de dire, en fait, je pilote les politiques publiques par un fichier Excel. Alors comment est-ce que je peux faire ça pour piloter ça par rapport à un fichier Excel? J'ai trouvé, parce que par contre ils sont plutôt inventifs sur ce genre de truc, qui est le projet de loi de financement de sécurité sociale. Qui est une espèce de truc inaccessible pour 99,99% de la population, mais derrière, il y a les fichiers qui tournent et qui permettent de remplir chaque année les cases à remplir. D'accord? Donc, la santé, c'est comme la retraite, c'est comme gestion de la famille, c'est des flux financiers, le reste, pas beaucoup d'importance. Donc, je gère ça avec quelque chose. Et puis donc, puisque je définis un budget, j'ai pas de problème, je vais le respecter, ce budget. Je le fais voter par le Parlement, qui vote comme un veau suit sa mère, parce que personne ne lit, c'est illisible. Non, mais c'est illisible, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas incompréhensible. Déjà qu'il y a quand même pas beaucoup de spécialistes du domaine, mais alors, allez lire un PLFSS sur le truc, donc ça, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Le seul enjeu, c'est les 3 milliards d'économies, où est-ce que je les trouve? Et pendant 10 ans, on les a trouvés, toujours pareil, parce que c'était le même fichier Excel, mais pour être un ministère, c'est toujours le même fichier. J'ai un tiers l'hôpital, un tiers la ville, un tiers le médicament. Pas compliqué, 3 milliards, 1 milliard chacun. Boum. OK? Alors, à un moment, l'hôpital, ça a amené là où ça a amené. Le médicament, on le fait encore parce que, vu l'image de l'industrie pharmaceutique, on se dit, bon... mais bon, le problème, c'est que les produits matures, on ne les trouve plus dans les pharmacies, donc ça pose un problème, parce qu'ils ont mis des prix qui sont en deçà des coûts de production. Vous êtes économiste pour dire qu'à un moment, c'est un peu comme vous, quoi. Quand on arrête de faire le lien entre une valeur d'acte et le coût de la vie et le coût du travail, il y a un moment, vous dire, nationalisez-moi, quoi. Parce que je dis, moi, je peux pas tenir sur le truc. C'est pareil pour l'industrie pharmaceutique, il faut leur dire, je sais pas, fais ton pôle public comme mes amis communistes le réclament. Oui, au moins, c'est cohérent. Si tu veux pas mettre des prix qui permettent de produire, tu mets le service, tu mets un pôle public.
Bon, puis on finira comme la Russie. Mais au moins, on sera cohérent avec la politique menée, vous voyez. C'est un peu là, on dit, il n'y a plus de médecins généralistes. C'est étonnant, ils déplaquent, ils s'en vont. Bah, mais ça t'étonne, toi, t'as déjà été t'as vu le modèle un peu, comment il est aujourd'hui? Comment tu veux qu'il reste? Bon, sans parler de la gouvernance, sur laquelle on va venir. Donc, on a mis en place un outil qui est un outil complètement inadapté à la santé. Alors, déjà assez inadapté à la santé du XXe siècle, mais à la santé du XXIe siècle qui devient holistique, qui devient globale, qui nécessite de penser sur tous les déterminants de santé, pas que les déterminants médicaux, sur lesquels il faut avoir une stratégie de long terme, sur lesquels il faut avoir une priorisation de certains objectifs de santé publique, parce qu'on ne peut pas tout faire sur une période de 5 ans, sur lesquels il faut sortir d'une approche annuelle, enfin, parce qu'il y a plein d'innovations, et que l'innovation, ça ne peut pas gérer sur un budget annuel, etc., etc. Enfin, là aussi, je veux dire, comment voulez-vous que ça marche? Donc oui, on appelle ça comme on veut, parce que je parle systémique, mais là, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle en économie le dispositif de pilotage. Parce que c'est pas le bon. Bon. On pourrait continuer comme ça sur la réforme de 96, mais ça, c'est un virage qui est vraiment un virage qui casse le modèle décentralisé, assez autonomiste des acteurs, vers un modèle centralisé et court-termiste. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été voulu, pas pour faire mal tout le monde veut le bien de tout le monde, hein, enfin en tout cas la majorité. Mais c'est voilà, une espèce de croyance, erreur de diagnostic, et puis on met un système qui dévie complètement du chemin. Donc ça explique pourquoi le système a complètement déraillé. Parce qu'à côté de ce tableau sombre, que j'ai essayé de vous expliquer, il y a un tableau beaucoup plus clair, qui est l'abondance de ressources potentielles. Ressources humaines, on n'a jamais eu autant de diplômés professionnels de santé. Ok, il y en a de moins en moins qui veulent aller sur le soin. Vous voyez que c'est de l'ordre parlait d'abandonnisme. Eh oui, il y a 25% des diplômés médecins qui ne vont pas dans le soin, 30% des diplômés infirmiers qui ne vont pas dans le soin. On peut continuer comme ça. Tu m'étonnes qu'après les stages qu'ils ont faits, bon, enfin, après 10 ans d'études quand même, hein, vous voyez le niveau de gâchis. Hein, bon. Donc, abondance de ressources potentielles et de très haut niveau. Pas ça pour vous brosser le poil dans le sens. Enfin, quand on voyage un peu, moi je travaille pas mal dans les pays émergents, mais je connais bien les pays, j'ai vécu pas mal dans d'autres pays développés. Là, il n'y en a pas à rougir de la qualité de nos professionnels. Deuxième abondance, c'est l'abondance de ressources financières. Ça va peut-être vous surprendre, mais on fait partie des pays qui dépensent le plus et on manque de tout, sauf d'argent. Sauf qu'on l'utilise super mal. On dépense 11,5 points de PIB, là où l'Union européenne dépense 10 points de PIB en moyenne, PIB. Donc en gros, on dépense une cinquantaine de milliards, toutes choses étant égales par ailleurs, de plus que les autres. Bon. Donc on a les ressources. Troisième ressource qu'on a, j'en ai parlé, c'est l'abondance des technologies et que l'on maîtrise plutôt bien. On a un pays d'ingénieurs, on a un pays avec une force vive de start-up et d'ingénieurs et de chercheurs. Enfin bref, on a tout. On a tout pour vraiment faire une machine de guerre. Ça, c'est important parce que ça permet, si on arrive à reconstruire, à remettre le modèle sur les bons rails, ça permet de rebondir rapidement et massivement. C'est encore une fois, je vous dis, quand il manque de ressources, et ces ressources dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle en économie des ressources longues. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour les obtenir. On les a. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est quelque chose évidemment important et qui, moi, me rend plutôt optimiste sur le moyen terme. Mon sentiment sur le court terme, il est comme vous. Hein.
Voilà un peu pour le diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution? Alors, le nouveau système, il tourne autour d'un trépied, que vous avez deviné, qui est passé du soin à une santé globale, approche holistique de la santé, agir sur tous les déterminants de santé, agir en amont, donc, vous avez compris ça? Bon. Changer le pilote, que le pilote ne soit pas que le ministère du soin. Vous avez vu, on a mis le ministère, je demande l'autre jour, un journaliste, il me dit, ah, vous allez être content, il a appelé, c'est ça, le ministère de la Santé et de la Prévention. Mais je lui dis, non, soit tu mets le ministère du soin et de la Prévention, je sais pas, mais la santé, tu n'as pas besoin de mettre la santé et la prévention, ça montre juste quand même, mais c'est quand même au plus haut niveau, comment, là aussi je parlerai à la fin des croyances, mais comment on a la vision biaisée fondamentale. Enfin, la santé, c'est quand même l'OMS qui l'a définie il y a déjà 70 ans. Justement, il l'a définie pour dire, les cocos, si vous pensez que c'est que la maladie, non, état de complet bien-être, etc. Bon, vous voyez, mais en France, 2023, ministère de la Santé et de la Prévention. Vous voyez qu'il ne faut vraiment rien en avoir à attendre. Hein. Je vous assure, c'est perdu. C'est perdu. Bon. Donc, changer de pilote, ça veut dire passer, en fait, d'une protection sociale passive à une protection sociale active. La protection sociale du XXe siècle, c'était une protection sociale passive qui était pilotée par le système et qui était principalement fait, pour le coup, de prestations à un porteur du risque qui était relativement passif. Sa retraite, on s'en occupait, sa santé, on s'en occupait, et on lui disait d'ailleurs, tu n'as pas à t'inquiéter pour ta santé, pour ta retraite, c'était l'approche de la chose. Bon, à cette protection sociale au XXIe siècle qui est active. Mais pour être actif, il faut être activé. Et autant il y a une partie de la population qui est là ce soir beaucoup, qui est naturellement activée, autant il y en a une qui est un peu plus lente à la réaction. Donc il faut que le système active les capacités individuelles qu'ont toutes les personnes. Il n'y a pas de gens bêtes et de gens intelligents. Il y a des gens qui exploitent beaucoup mieux que d'autres leur potentiel. Mais en santé, il faut que ces capacités individuelles de chacun, j'ai dit tout à l'heure on est tous ignares, soient activées. Il faut savoir que c'est le seul moyen, si je prends ma casquette d'économiste, de changer ce modèle économique qui fait que mes dépenses de santé, elles sont tout au long. Aujourd'hui, les dépenses de santé, c'est ça et ça, et un petit peu à la fin. Hein. Je dépense pas mal la première année, et puis jusqu'à 55 ans, c'est faible, puis après, ça monte en flèche jusqu'à la mort. Bon. Demain, le cycle de dépenses de santé, il va être beaucoup plus équilibré au cours de la vie, pour les raisons que je vous ai évoquées. On verra qui paye quoi après, mais c'est ça, c'est le transfert de la chose. J'étais interrogé il y a 3 jours sur le vaccin. Il y a un vaccin sur le virus syncytial respiratoire qui est sorti, okay, GSK, qui sort pour les adultes. Okay, et donc qui doit vraiment permettre d'alléger le risque de bronchiolite chez les personnes, chez les adultes. Et ceux qui ont le plus fort risque, vous le savez mieux que moi, c'est quand même ceux qui sont porteurs de comorbidité. Pour les autres, pas très grave. Bon. Donc en fait, ce vaccin, l'innovation, tout à l'heure dans le reportage, va permettre de baisser les charges, les dépenses hospitalières, élever tous ceux qu'on est obligé d'hospitaliser pour tout ça. Mais la stratégie à avoir de ça, c'est de transférer ces dépenses existantes vers l'amont. Parce que ça coûte cher d'activer les capacités individuelles des gens. Ça coûte très cher, la santé, l'environnement, la bonne nutrition, le bon transport adapté à la santé mentale des gens, tout ça. D'accord? Donc vous voyez ce transfert qu'il faut faire. Et l'innovation aide pour ça. D'accord? Mais ce n'est pas du tout comme ça que c'est pensé là, parce que le système actuel, annuel, dire que chaque économie est une économie, parce que j'ai tellement de dépenses, de surdépenses sur d'autres postes, que je suis incapable de faire ce transfert-là.
Le troisième pilier, c'est de rendre le système démocratique. Alors ça, c'est pas aussi une vision idéologique. C'est que vous avez compris qu'en fait, le nouveau modèle de santé, il doit démocratiser cette santé. Puisque ce que je veux, c'est pas simplement avoir un accès aux soins pour tous, c'est avoir un accès à la santé pour tous. Bon. Mais cette démocratie, elle est à la fois représentative au niveau de l'État et elle est participative au niveau des citoyens. Et il se trouve que les fondateurs de notre système avaient eu le génie de déjà mettre en place cette distinction des deux démocraties. Avec l'État stratège qui est censé définir la politique de santé et une délégation de services publics aux forces vives du système professionnel de santé et assurance maladie dans un système de gestion paritaire qui gérait rien que moins que les finances. Il y avait d'autres préoccupations en 1945. Et vous voyez l'esprit visionnaire, en effet, du CNR et tout ça, parce qu'il y avait une vraie réflexion d'intelligence collective. On a cassé tout ça encore une fois, puisqu'on a dit il n'y a plus qu'un patron. Sarkozy, en 2007, dit je veux voir qu'une seule, 2009 HPST, là, avec la pharmacienne, je veux voir qu'une seule tête qui dépasse. Okay, c'était le mot d'ordre, mais qui était dans la continuité. Hein. On dit souvent, ouais, 2009, ça a pas mal. Non, mais c'est la continuité de 96. Et comme 2004 l'a été, 96, Madame Touraine a été parfaitement droit dans les bottes du meilleur d'entre nous. Donc, tout ça est assez cohérent. Donc, voilà les trois piliers. Comment on les décline ? Il y a toujours un triptyque est organisationnel, de gouvernance et de financement. Partons de l'organisationnel. Là, vous allez voir que c'est... Parce que quand ça devient compliqué, c'est de vous dire, mais concrètement, comment on fait vivre tout ça ? Ce qu'on propose, c'est de créer un service public territorial de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord qu'on va définir les territoires de santé. Ah bah, vous allez me dire, ça tombe bien, parce que ça existe depuis... Non, il y a 12 échelons territoriaux. On vient de dire, c'est là un PPL Horizon. Bon. 12 échelons territoriaux. Bon. Donc un territoire de santé, c'est un territoire de santé, comme vous l'avez probablement bien défini, vous, sur votre truc. Encore une fois, il y en a autant qu'il y a de secteurs et de machin. Bon. Territoire de santé, c'est un espace géographique dans lequel on trouve l'essentiel des services et des produits de santé pour la population. Bon. Et là, pour le coup, c'est pas bon, comment vous le sentez ce territoire, là, on le fait comment, on se réunit. Non, on définit des territoires. Du coup, l'État s'occupe de territorialiser. L'égalité territoriale, c'est pas pour rien, selon des critères identiques, et on a les territoires de santé. Ces territoires de santé, ils ne sont pas faits pour vous, à la base, ils sont faits pour les citoyens. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes de votre territoire qui connaissent la CPTS Trégor machin, je ne suis pas sûr. Mais parce que c'est dans le système, je m'organise, et vous êtes tout à fait dans le modèle, et vous n'avez pas d'autre choix aujourd'hui que de faire ce que vous faites. Donc évidemment, ça va être le territoire, Trégor, Perros, dans le truc, et dans l'esprit des gens, il faut que l'unité géographique de référence, ça soit ce territoire. Liberté d'utiliser les services de ce territoire ou un autre, on reste sur les fondamentaux qui est, et ça il fait quelque chose d'important, cette liberté de choix, mais évidemment, logique veut que ça soit principalement sur ces territoires qu'on consomme les produits concernés. Territoire identique pour tous les professionnels. Je ne suis pas à savoir qui est libéral, qui est dans la fonction publique, qui est dans l'EHPAD, qui est dans la ville, j'ai mon territoire. Vous voyez déjà la chose. Donc vous êtes tous dans le même territoire. Tous les professionnels de santé sont dans le même territoire. Donc ça se substitue, ça ne casse pas, par exemple, ce que vous avez fait la CPT, ça se substitue. Bon. Parce qu'il y a des arrangements sur le plan d'espace géographique, ça ne sait pas entre pas où est la GHT, les territoires de permanence de soins, un truc, mais tout ça se fait. Bon. La notion de service public, c'est une notion française qui veut dire que certains services doivent être accessibles à tous
en continuité et avec le principe de mutabilité, c'est-à-dire d'adaptation à l'environnement. On y rajoute le principe de neutralité qui est assez proche de l'égalité pour tous. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'hôpital qui répond à ce cahier des charges-là? Non. D'accord? Donc c'est plus le seul service public qui est reconnu dans la loi aujourd'hui et qui fait que quand il y a un Covid ou n'importe quoi qu'on considère grave pour la santé publique, le ministère n'a qu'une seule référence, c'est l'hôpital public. Hein, je rappelle, le Covid, ne vous inquiétez pas, on va gérer, on a mis 11 CHU de référence, ça va être le bouclier, c'est les champions, tout le truc avant toute la vague déverse. Non, mais c'est fini. La santé qui se définit essentiellement à l'hôpital, enfin, pour tout ce qu'on a vu avant, ça n'a rien de dénigrant pour l'hôpital. L'hôpital doit se transformer, doit redevenir un lieu essentiel, mais ça ne peut plus être le carrefour du système. Donc le service public, il ne peut plus être... parce qu'un service public, ça doit avoir une localisation, il doit être sur le territoire. Alors, souvent quand on est libéral, il me dit « Attends, putain, il nous emmène dans un truc là, ça va... » Non, non. Alors, en effet, ce que ça change, c'est que ça met tout le monde sur un même pied d'égalité en termes de responsabilité. Ce n'est pas une obligation de faire la permanence des soins. C'est dans la mission de service public. Ça, c'est clair. Si on veut absolument choisir quelque chose qui est juste à sa guise et indépendant de tout l'environnement de santé publique, puisqu'on est passé à un système dit de santé publique, là c'est compliqué. Enfin, bien sûr vous pouvez, mais on est à l'extérieur du système. Mais je ne suis pas encore sur libéral et privé, hein, et salarié. Je sais que ça va venir après, mais pour trouver les points d'équilibre dont je vous ai parlé, vous voyez qu'il faut se dire, attendez les amis, le principe fondamental qu'on a posé au début, c'est de dire on conserve tous les modes d'exercice et la liberté de choix de son mode d'exercice. D'accord ? Ceux qui pensent que le problème c'est le libéral ou que le problème c'est machin, venez pas parce que c'est pas le truc. Ça ne l'est pas, mais en tout cas, venez pas. Donc ça, c'est des principes qui sont ancrés. Donc, ces missions de service public sont délivrées par tous les acteurs et ce territoire de santé, il est piloté par les acteurs. On a mis des collèges, il peut y avoir d'autres idées. Et vous avez, les mots ont été repris d'ailleurs, diagnostic territorial de santé, projet territorial de santé et contrat territorial de santé avec l'assurance maladie et avec l'État. Mais la grande différence de ce qu'il y a là, c'est qu'il y a un territoire pour les citoyens commun à tous, règles du jeu commun à tous, et que le territoire, il est véritablement autonome grâce à ce contrat. Dans ce contrat, il y a le plan de route. L'État vient évaluer tous les 3 ans, tous les 5 ans, il vient en appui sur les fonctions régaliennes de santé publique. L'assurance maladie joue son rôle de financeur et d'opérateur, mais le territoire est profondément autonome, responsable. Et c'est vraiment différent. On verra comment la place de l'acteur. Quand vous tirez ce fil-là, vous refondez très sensiblement ville, hôpital, EHPAD. Je ne vais pas rentrer dans la chose. Pour les libéraux, ça ne change pas grand-chose en fait, parce que vous devenez en fait le carrefour. Enfin, je parle des libéraux de ville. Vous devenez les carrefours du système dont vous devriez déjà être. Mais ce qui change plus, c'est pour les hospitaliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin, tout ça est donnerai pour ceux que ça intéresse. Deuxième axe à réformer, la gouvernance. Donc on a vu que déjà il y avait une gouvernance à l'échelle du territoire. Entre l'État et le territoire, qu'est-ce que je mets si je ne veux pas que l'État soit l'opérateur? Vous n'avez pas tellement l'embarras du choix en fait. Qui vous pouvez mettre? Entre votre territoire, là, qui est votre territoire, 100 000 personnes, c'est à peu près ce qu'on estime, 100, 150 000.
peut-être un peu poussé plus loin, si on veut l'ensemble des services, mais c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on met entre votre territoire et l'État? Alors, soit on y met, c'est intéressant, parce que c'est comme ça qu'on réfléchit sur la chose, qu'on fait conférence de compte. Donc en effet, on se dit, bon, alors au-dessus de nous, il y a le département, on va être 2 territoires, peut-être sur les d'Armor. Bon, simplement, dans le modèle français, certains y sont favorables, mais aller vers un modèle type italien ou espagnol, où on dit en fait, on va faire piloter l'organisation du système de santé par une autre administration décentralisée, on peut l'espérer ou le penser, mais là, c'est se mettre vraiment un doigt dans l'œil. Là, notre État jacobin, avant qu'il accepte de laisser le département ou la région, vous savez, la région, c'est le truc qu'on a changé sur le coin d'une table il y a quelques années, où on a redessiné le truc, et on dit c'est super important, mais c'est tellement important qu'on a quand même redesigné tout ça. Vous n'avez pas été concerné, je crois. Enfin, croyez-moi, quand vous étiez quand vous êtes en Nouvelle-Aquitaine et que vous avez Bordeaux qui est avec Poitiers, pas tout à fait les mêmes choses. Quand vous avez Reims qui est avec Strasbourg, ou quand vous avez Montpellier qui est avec Toulouse, bon, vous vous dites là, je ne vais pas avoir un truc vraiment de proximité. Bon, donc, en fait, ce que vous mettez entre les deux, qui va être le cœur d'une démocratie participative, c'est-à-dire qu'il va être capable de vous lâcher un peu la bride. L'État, il ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas marcher, les ARS. L'État, même avec... il y a des gens extraordinaires dans certaines ARS, puis il y a des imbéciles comme dans tous les trucs. Et ça, c'est pas le problème de personne. Mais il ne faut pas demander à l'État ce qu'il ne peut pas. Si vous dites c'est l'État qui pilote, ben l'État, il pilote. Il a le pouvoir, mais il ne le donne pas. D'accord? Parce qu'il n'a aucune confiance en dehors de l'administration. Et ça, on le constate tous les jours. Mais donc il ne faut pas que ça soit l'État. Autant on va voir que l'État aura une place importante. Bon. Ben, c'est l'assurance maladie. C'est ce qu'on appelle l'assurance santé, parce qu'il faut un peu sortir le truc. Mais il faut réinventer cet esprit de 45, d'une sécurité sociale pilotée par les citoyens, leurs représentants, pour les citoyens, avec les citoyens. Il n'y a pas d'autres acteurs. Bon, il se trouve que c'est le financeur, il se trouve qu'elle a toutes les datas, il se trouve qu'elle a une longue expérience de négociation, puisqu'on est dans un système qui redevient contractuel, qui sont un simulacre de négociation, puisque la Sécu est devenue une administration de l'État, l'assurance maladie. Sur ça, on peut entendre le médecin me dire oh, on avait l'impression d'entendre le ministre. Mais je lui dis mais tu quoi? Bien sûr que tu ministre, le haut fonctionnaire qui pilote à Bercy le truc. Pas l'assurance maladie, c'est pas le ministère de la Santé qui donne les instructions des négociations conventionnelles. Je rappelle que la direction de la Sécurité sociale, elle a 2 têtes, Bercy et Ségur. C'est pas Ségur qui gère l'argent. Or, comme on est sur une gestion comptable, ça on s'étonne. Mais c'est pas cynique ce que je dis, c'est simplement le système tel qu'il est depuis avec l'évolution de 96. Bien sûr que c'est Bercy qui gère le plan de santé comme il l'est, puisque c'est lui qui est quand même à la tête de la comptabilité, c'est pas Ségur. Bon. Donc, en effet, il y a cette assurance maladie qui a ses caisses, qui a ses choses, voilà, et qui, elle, sait faire confiance dans les acteurs. En tout cas, il faudra peut-être qu'elle réapprenne, mais elle peut le faire. C'est plutôt dans son ADN. Et je ne viens pas sur les évolutions de la gouvernance. Évidemment, on revient sur la loi de 2009, c'est-à-dire que les URCAM redeviennent à l'échelle régionale, parce qu'en effet, la région, comme le département pour certaines fonctions, pour les fonctions de proximité, comme la santé scolaire, la santé au travail, tout ça, il faut gérer ça localement, avec un plan national. Évidemment, là, le département a un rôle qui s'occupe aujourd'hui des PMI et des personnes âgées. Je ne vois pas pourquoi il ne s'occuperait pas des actifs et des âges intermédiaires pour tout ce qui est social et maintien en bonne santé. Vous voyez, donc, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais évidemment, il faut revoir ça. La région a un rôle, ce qu'on lui a donné déjà, mais qui est en fait très, très pipoté, ce projet régional de santé, puisque tout est très centralisé. Vous voyez ? Bon, mais en effet, il y a un niveau de stratégie à l'échelle régionale. À l'État, pour finir sur la gouvernance, que je vous donne comme ça quelques brides, mais
c'est l'esprit qu'il faut avoir, et vous allez l'avoir. Je vous ai dit, on n'a pas le bon dispositif. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme dispositif? Le Covid a permis, pour ceux qui ne le savaient pas, de prendre conscience que la santé, ce n'était pas qu'une affaire hospitalière. Parce que tout d'un coup, on a vu quand il y avait un problème de santé, il n'y avait plus de liberté, il n'y avait plus de sécurité, il n'y avait plus d'économie. Et il y avait quelques pays qui s'en sortaient mieux que d'autres. Donc, on s'est dit, mais en fait, il n'y aurait pas un truc un peu régalien derrière ça? Ben ouais, t'as compris. En particulier, au XXIe siècle, la santé est évidemment une fonction qui devient régalienne. Qu'on le considère juridiquement ou pas, on s'en fout. Entre guillemets. Quand on réfléchit à la gouvernance, c'est comment je la place parmi les grandes fonctions de l'État. En effet, il faut la placer, il faut la raisonner comme une fonction régalienne. Comment je gère les fonctions régaliennes en France? Pas par une loi comptable annuelle, mais par ce qu'on fait dans la défense, qu'on est en train de voter au Parlement. Une loi d'orientation et de programmation pluriannuelle. Orientation et programmation pluriannuelle. En effet, la santé, ça se voit... Alors on propose à 5 ans, parce que je pense que sur durée d'un quinquennat, c'est pas mal, parce que ça oblige le gouvernement élu à avoir déjà une vision forte, ça oblige d'en parler pendant la campagne présidentielle, puisque celui qui est élu, il doit présenter la loi. Donc vous avez une loi avec des objectifs de santé publique, une stratégie nationale de santé, un plan opérationnel, un budget de dépenses, d'investissement. Tout ça est voté avec une approche, pour le coup, politique. Voilà, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord sur cette orientation de santé. Je ne m'occupe pas de savoir comment les services vont être organisés, comment les territoires vont être organisés. Je laisse ça aux acteurs. Mais en revanche, il y a une vision politique qui est proposée. Donc ça, vous voyez, vous pouvez mettre tous les gouvernements que vous voulez aujourd'hui. Dans l'état actuel des dispositifs, ce n'est pas possible. Dernier point. Alors, réorganiser, ce qu'on fait aussi, c'est que, évidemment, les ARS ont montré leurs limites. Je ne sais pas s'il y a des représentants des ARS, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui y sont. Les gens qui y sont ne disparaissent pas. Mais c'est évident que donc l'ARS aujourd'hui a 2 missions. L'organisation des soins, s'occuper de vous matin, midi et soir, et s'occuper de santé publique. D'accord? Bon, on a vu qu'elle s'occupait à 90% surtout d'essayer d'éteindre les incendies et de créer de la pénurie, mais que la santé publique, qui s'en est occupé in fine, tous les rétextes, les retours d'expérience l'ont montré, ce sont les préfectures. Bien. Donc en fait, oui, les services de santé de l'État, on les ramène dans les préfectures. Okay. Cette stratégie d'agencification qui a marché dans certains pays nordiques et aux États-Unis pour certains secteurs, mais qui est pas adaptée pour l'organisation de l'État en France, mais surtout, c'est que à la fois, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que la santé travaille sur tous les déterminants, toutes les politiques publiques qui impactent sur la santé, mais on ne peut pas créer quelque chose, une greffe extérieure au service de l'État qui est chargé de coordonner toutes ces politiques publiques. C'est le rôle du préfet. Le préfet, il travaille aussi bien avec des acteurs privés, publics, mais son rôle, c'est quand même de coordonner à l'échelle régionale ou à l'échelle départementale. Puis il y a même des sous-préfets, au plus près, les services nécessaires en appui. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui en santé, ni plus ni moins. Il ne faut pas un État qui fasse, il faut un État qui fasse faire, dans la plupart des temps. Encore une fois, si vous dites, toi, l'agence, tu as tous les pouvoirs, tu machin, ben on a ce qu'on a là. Donc vous voyez, c'est là où, si on veut sortir de là, il faut se donner les moyens de sortir. Et ça n'a rien, mais ça, je peux vous dire que pour la haute fonction publique, qui a mis des décennies à prendre le pouvoir, c'est évidemment un frein absolument majeur pour l'obtenir. C'est pour ça que je vous dis que s'il n'y a pas une vague qui vient du terrain pour ça, c'est... Sur le financement, en 2 mots, sortir du système. Donc comment je fais? Je passe à un financeur unique, ce qui est le cas dans tous les pays. Soit vous avez l'État, soit vous avez la sécurité sociale, soit vous avez les assureurs privés. Bon. Nous faisons de cette pléthore d'assureurs une chance, mais sachons qui paye quoi. Pas, voilà, tu as un 2e étage et là, on ne sait toujours pas. Vous savez qu'on est à la moitié de l'année. En fait, il y a 200 millions qui doivent être transférés aux assureurs privés. On est le 8 juin, on ne sait toujours pas. Ils n'ont toujours pas décidé ce qui allait être transféré. Pour vous dire
quand même le grand n'importe quoi. Bon. Donc, c'est très coûteux, 15 milliards d'euros de dépenses administratives, parce que quand vous allez à la pharmacie où on a remplacé la carte vitale, la carte bleue par la carte vitale, tout le monde est très content parce qu'on ne paye plus grand-chose dans la pharmacie, sauf qu'évidemment, le reste à charge que vous faites payer par votre mutuelle, ça vous coûte beaucoup plus cher que de le payer en direct. D'accord ? Parce que quand vous avez 2 euros à payer, ce sont des frais administratifs pour l'un, plus les profits que les mutuelles disent ne pas faire, mais évidemment, elles en font qu'elles mettent en réserve. Mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Bon. Mais donc, on n'est pas pour... La question, c'est de trouver un équilibre. Donc, trouver un équilibre, c'est pas de dire, en fait, je mets... Évidemment, les amis de LFI, qui sont truc, ils disent, ah non, mais t'es gentil, nous, c'est 100% les remboursements. Non, gentil, le modèle français, c'est ticket modérateur. On garde le modèle français, ticket modérateur, un vrai ticket modérateur. Pour augmenter, passer à 50 euros l'acte médical, en fait, ce qu'il faut mettre dans la chose, c'est une participation aussi du patient, dans toutes les règles de l'art du modèle français, c'est-à-dire avec toutes les règles d'exonération qui ont été très bien pensées. Là, pour le coup, avec un raisonnement économique. J'ai une pathologie grave, pas la peine de faire payer les gens quelques euros. Vous êtes dans un protocole qui fait qu'il n'y a pas besoin de responsabiliser financièrement l'individu sur ce protocole. En revanche, sur les soins courants, oui, ce ticket modérateur, il a un vrai sens. Les gens qui n'ont pas suffisamment de moyens, vous n'allez pas créer un obstacle à l'accès aux soins. Donc lui, il n'a pas de ticket modérateur. Et d'ailleurs, il faut être là-dessus, pas à 7-8 millions, probablement être à 12-13 millions de gens. Donc vous réglez ce problème-là. D'accord ? Le ticket modérateur, ce n'est pas 30%, c'est probablement 10 à 15%. On n'a pas touché au niveau de ticket modérateur depuis 50 ans. Enfin, vous voyez cette sclérose dans laquelle on est. Bon, ça se fait comme ça. Okay ? 3 mois, vous remettez sur pied le système de financement, vous dégagez 20 milliards d'économies, pas pour faire des économies, mais pour le réinjecter là où il faut investir, et sur la chose. L'ONDAM, un ONDAM, c'est un objectif national de dépenses de santé publique. Vous partez des besoins des Français que l'on connaît parfaitement bien. On a créé par exemple des observatoires régionaux de santé qui suivent ça, qui font un travail remarquable, mais dont tout le monde se fout, puisqu'on ne s'en sert pas. Mais on connaît tout ça. On a d'excellents experts de santé publique. Bref, donc on construit quelque chose par le besoin. D'accord ? Avec un niveau de dépenses pour les préventions, pour les soins courants, pour les pathologies chroniques, pour les médicaments, pour les innovations, etc. Et j'inverse la façon avec laquelle je le construis. Sur les modes de paiement, c'est la diversification des modes de paiement. Et là-dessus, les professionnels de santé qui... souvent, comme les administrateurs jouent aux économistes très souvent, mais c'est assez simple les modes de paiement. Ce n'est pas un mode de paiement pour tout. Oui, le paiement à l'acte, c'est le moins mauvais des modes de paiement pour les soins courants. Quand je dis le moins mauvais, c'est qu'il n'y a pas de mode de paiement parfait, comme la démocratie. C'est le moins mauvais. Donc ne vous inquiétez pas, il faut le garder pour les soins courants. De même façon que la T2A à l'hôpital, c'est une bonne chose pour tous les soins qui sont prédictifs, que l'on peut anticiper. Vous connaissez le coût de ces soins-là, mais on ne fait pas de la T2A sur les soins palliatifs. Enfin, je veux dire, il faut quand même être particulièrement débile. Non, mais c'est ce qu'on a quand même réussi tout ça. Après, on se dit, ah bah ouais, la T2A, c'est un scandale, comme le paiement à l'acte, c'est un scandale. En revanche, avec la prévention, vous voyez, on fait des consultations de prévention, et souvent les syndicats défendent ça. C'est une idiotie, les consultations de prévention. Le paiement à l'acte des consultations de prévention, c'est une idiotie économique. D'abord, vous faites de la prévention, en théorie, à toutes vos consultations, si on vous paye bien. Parce que là aussi, passer à 50 €, ça a un sens. Mais s'il y a de la prévention, de l'approche soins courants de qualité et la gestion des datas. Et là, le système, il s'y retrouve sans aucun problème. Mais vous voyez que donc il faut aussi changer l'approche. Bon, et donc c'est là aussi, on ne peut pas simplement dire je veux plus en gardant la chose. Bon, donc en fait on est dans un incompris complet des différents acteurs sur la chose. Bon, mais donc quand on reprend un petit peu tout ça sérieusement, ça on le règle assez facilement. Parce qu'il y a une entente sur les fondamentaux là-dessus. Okay ? La preuve, c'est qu'on a réussi à mettre
cité deux âmes, si on a fait n'importe quoi. Voilà un petit peu. Pour finir, en conclusion, je dirais que j'espère que ça a amené un petit peu de choses nouvelles et accessibles pour vous, parce que, encore une fois, ça nous tend les bras, c'est-à-dire que tous les acteurs sont conservés. Il n'y a pas un Français qui va aller dans la rue parce qu'on fait, ou dites-moi s'il y a une mesure qui vous semble aller dans la chose, parce qu'encore une fois, c'est un travail d'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est pas Bizarre qui a sorti tout ça, il aurait été incapable de le faire, parce qu'il faut toutes les sensibilités qui permettent de dire « Ah ben non, en fait, on a tous des biais, comme on a tous des croyances ». Et Proust l'a très bien dit, on prend souvent cette phrase, mais les faits ne pénètrent pas dans le monde des croyances. Et que le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une croyance en l'État de certains, ceux qui font le législateur, qui pensent que c'est l'État qui va résoudre la pénurie qu'il a lui-même créée. Ça, c'est une réalité. C'est l'État qui a... Puisqu'on n'a pas de... D'abord, il a divisé par deux pendant 15 ans le numerus clausus. Je veux dire que s'il n'est pas le seul responsable, c'est quand même lui qui, chaque année, pensait que c'était fait, toujours dans la période technocratico-comptable. C'est lui qui a fait l'ONDAM pendant 15 ans avec le système de rabot. Bon, donc il est quand même responsable. Mais c'est pas grave. Malgré ça, et c'est comme... ce qui est vraiment hallucinant, c'est de continuer un truc qui n'a pas marché et qui se voit aujourd'hui comme le nez au milieu de la figure. Je peux comprendre qu'il y a 10 ans, Bizarre, il dit ça va tomber, mais voilà, on s'en fout. Mais putain, là, ça se voit le nez au milieu de la figure quand même, non? Que ça va pas bien. Bon, non. Continue comme ça, rien ne change. Bon, ça c'est... donc malheureusement, il faut aller encore un peu plus bas. Donc à court terme, encore une fois, il y a de quoi avoir de grosses inquiétudes. Donc il faut dépasser toutes nos croyances, et ça, l'intelligence collective, ce que vous faites ce soir, ce que vous faites, c'est que, voilà, il y en a un qui me dit, non, mais tu vois comme ça, mais voilà, et puis tout d'un coup, voilà, ça permet un peu sur les petites croyances, de les dépasser. Le problème, c'est quand il y a des croyances limitantes. Et là, je finirai par le personnel politique, c'est que la croyance limitante, c'est qu'on ne peut pas réformer la santé. On ne peut pas parce qu'il y a toutes ces forces vives, ultra-conservatrices, corporatistes, les médecins en premier, évidemment, ou de toute façon, laisse tomber, tu fais un truc. Et ça, par exemple, notre président actuel, un esprit réformateur, qui est entouré de médecins sur le plan familial, il est complètement imbibé de ça. Complètement imbibé de ça. Donc ça, Mme Macron, il ne fera jamais rien en santé, rien que pour ça, parce qu'il dit, j'ai tout à perdre, j'ai rien à gagner. Alors c'est pas le seul à le penser, mais lui, il pense que cette force-là, limitante, et ça, c'est de la croyance. Moi, je ne suis pas médecin, je vous rencontre ce soir, j'en rencontre plein, des professionnels, des paramédicaux. Je veux dire, bien sûr que vous êtes... parce que vous êtes des indépendants souvent, et vous avez la santé des gens dans vos mains, mais discute, dialogue. Donc ça, c'est une croyance, vous voyez. Mais cette croyance, elle est vraiment mortifère. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier encore, et je vais répondre à vos questions. Merci. Donc merci pour ton intervention. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Nicolas Hirt de Trégastel. Et je suis syndiqué à l'UFML et membre fondateur de Médecins pour Demain. Et j'ai une question du groupe de Médecins pour Demain qui me posait, est-ce que l'organisation justement en territoire de santé ne pourrait pas être la porte ouverte à une financiarisation de la santé en créant des centres où des investisseurs pourraient être tentés de racheter et de mettre le nez dedans. Bon, alors là, c'est la question de savoir un peu comment fonctionne, parce que notre système, c'est comme un puzzle, en fait. Quand vous bougez quelque chose, ça va. Non. Alors, la réponse à ça, c'est non, il n'y a pas de lien a priori. 2,
parce que c'est une question des règles du jeu qu'on met en place. Mais ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas eu besoin de mettre en place ce que je suggère de mettre en place, ce que l'on suggère de mettre en place pour que cette financiarisation se répande avec une vitesse accélérée. Pourquoi ? Parce que la nature a horreur du vide. Et que là, c'est une question, cette question rejoint le fait, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Enfin, si on n'arrive pas à inverser un peu cette tendance-là. Et ça ne va pas être la fin du monde, hein. Les Français vont continuer à être soignés. Mais il va se passer plusieurs choses. La première, c'est qu'il va y avoir ce mouvement de financiarisation qui va à peu près investir dans tous les domaines. Il faut comprendre juste le mécanisme. Le médico-social a été le premier mouvement. Pourquoi est-ce que dans les EHPAD, il y a eu ce grand mouvement de financiarisation, à votre avis ? Il y avait un besoin très important du fait du vieillissement de la population. On a créé les EHPAD fin des années 90, et donc il fallait ouvrir avec des autorisations, ouvrir beaucoup d'établissements, donc investir dans la création d'établissements. Et puis, il y a quelques fonds qui sont arrivés. D'abord, quelques individus, et puis ensuite des fonds qui ont mis. L'État a dit, mais en fait, c'est génial, parce qu'ils vont faire ça pour moi. Et donc, ils ont eu tapis rouge pendant 10-15 ans pour racheter les établissements existants avec un système ce qu'on appelle du leverage, c'est-à-dire de la dette. C'est-à-dire que vous ne levez pas de capital, vous vous endettez, et vous faites payer la dette par le cash flow de l'établissement que vous avez ouvert. Cash flow garanti par la sécurité sociale, donc les banquiers vous payent rubis sur l'onde sans aucun problème, des taux d'intérêt très bas, une inflation basse, c'est bon. Et vous acceptez toutes les contraintes de l'État, ou tout du moins vous êtes assez conciliant avec l'État parce que vous avez besoin de l'État pour vous développer. Puis à un moment, vous grossissez, et vous créez ce qu'on appelle un pouvoir de marché. C'est-à-dire que vous dites, en fait, vous dites à l'État, à l'administration, à la Sécu, en fait, maintenant, c'est un peu moi qui vais un peu prendre le contrôle. C'est pas dit comme ça. Et donc, on a créé les règles du jeu qui étaient, je vais faire mon fric sur la nourriture de mes résidents, sur le bien-être de mes résidents, ce qui est connu depuis 10 ans. Il n'y a aucune surprise à ça. D'accord ? Non, ça ne vous va pas ? Désolé, mais il n'y a pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Moi, j'ai 700 établissements. Vous voulez que je les ferme ? Vous voulez me les racheter ? Non. Bon. Les biologies médicales, on crée des normes qu'on appelle de qualité, qui sont inaccessibles aux indépendants, qui doivent réinvestir, mais qui ne peuvent pas retrouver leur retour sur investissement, manque de surface financière. Les fonds arrivent, on va dire, à l'État, ne vous inquiétez pas, je règle votre problème. Je vais devenir un acteur, je vais les racheter progressivement. Avec, entre guillemets, l'allégeance des acteurs existants, parce que tout ça, en tout cas pour les biologistes médicales, c'est bien parce que... on ne peut pas reprocher, ça serait un peu naïf, que lorsque ce que vous pouvez vendre 10, on vous en propose 30 ou 40, que vous ne cédez pas aux sirènes. Sauf que tous les biologistes médicaux, pharmaciens et médecins ont une retraite garantie, mais ont créé des futures générations d'ouvriers spécialisés. Parce que ce qu'on oublie, c'est comme cet abonnement à 12 € de Ramsay, c'est tous ces médecins qui vont en téléconsultation. On me dit, ah ouais, mais non, mais les jeunes, ils aiment bien. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je suis prof, je vois les jeunes partout, je vois pas que les jeunes aient envie d'être des ouvriers spécialisés plus que les autres. Ça, c'est une espèce, oui, croyance. Comme aujourd'hui, c'est le salariat. C'est exactement l'inverse, le 21e siècle. Et si c'est bien le siècle où le salariat ne cesse de régresser dans tous les pays développés, mais on vous dit, c'est le salariat. En santé, il paraît que c'est le salariat. Et ah oui, les jeunes n'ont pas envie qu'on leur marche sur la tête, ont envie d'avoir des conditions de travail. Ah bon ? Et alors ? C'est un problème ? Ah oui, ils sont beaucoup plus sur l'égalité homme-femme. Ah bon ? Enfin, vous voyez, mais croyance que, en fait, non, c'est fini, l'exercice libéral. Non, sauf que quand on veut tuer son chien,
Donc cette financiarisation, il faut en comprendre le modèle. C'est-à-dire que sans la complicité de l'État, il n'y a pas de financiarisation. Il y a de la financiarisation là où on laisse la mécanique se faire. D'accord ? On l'a laissé dans la biologie médicale, on est en train de la laisser, et pas de dire, c'est les acteurs qu'on peut laisser, on est en train de la laisser dans la radiologie. Regardez le dentaire. C'est formidable, on a dit non, l'exercice libéral dans le dentaire. Mais ça, les dentistes, je ne sais pas s'il y a des dentistes ici, mais en tout cas, quelques syndicats de dentistes, quand on va faire des réseaux de soins avec les premières mutuelles et autres, ça, on a ce qu'on a, puisque, si vous voulez, l'assureur privé, ça c'est le modèle américain, l'assureur privé, ce qu'il veut, c'est industrialiser son bazar pour baisser les coûts de revient des actes, quels que soient les prix. Il y en a strictement rien à faire. Donc il y a un marché premium de ceux qui ont de l'argent et qui ont de quoi payer des contrats premium, et puis le reste, c'est low cost. Donc en France, dans 5 à 10 ans, si on n'arrive pas à reconstruire le système, parce que je vous propose, ou s'il y a mieux, il faut prendre mieux, hein, être très à l'aise, hein, on n'a pas le monopole de la chose. On a fait ce qu'on a pu pour arriver avec le programme, mais je pense qu'il tient la route. Mais s'il y a mieux, il faudra prendre mieux. Mais on aura un système public pour les plus indigents et la classe la plus populaire qui pourra aller nulle part ailleurs, un système privé low cost et un système privé premium. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est secteur par secteur. Mais dentaire, vous avez ça, à peu près. Hein, vous avez la classe moyenne, aujourd'hui, ne va plus avoir que ces centres dentaires qui vous arrachent 3 dents au lieu d'une et qui fait de l'escroquerie financière à tout va. Bon, l'ophtalmo, c'est en train d'être comme ça. La biologie médicale, vous allez voir disparaître tout un tas de centres, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours gentil le problème le début de la financiarisation, parce que les financiers savent, ils ont besoin de l'État et d'avoir. Et une fois qu'ils ont le market power, comme on dit, pouvoir de marché, là, ils prennent la main. Voilà. Vous voyez, et ça, c'est assez visible aujourd'hui. Il n'y a pas besoin, je pense, d'être expert pour le voir. Et c'est contre ça qu'il faut essayer. Alors, c'est pas lutter, j'aime pas, parce que moi, je suis pas militant, moi, mais il faut juste avoir les idées claires. Après, les gens choisissent. Mais ce qu'il y a de quand même surprenant, enfin surprenant, vous voyez, parce que j'espère que ça a fait un peu bouger votre chose, mais une fois qu'on sait tout ça, si on était des millions à le savoir, mais je vous assure que cette réforme, elle est faite en septembre. Le problème, c'est comment on arrive à diffuser ces idées, parce que déjà le systémique, moi je ne l'emploie plus, mais on va dire réforme globale. Alors évidemment, quand on a vu les exploits sur la retraite, ça incite pas beaucoup les politiques à faire de la réforme globale. Hein. C'est devenu une réforme paramétrique et ça a mis le feu. Voilà. Donc non, pas de... Non, le territoire, je vous ai expliqué pourquoi c'était parti là. Si vous voulez partir des besoins de santé, forcément, si vous voulez avoir cette fameuse coordination des acteurs, on est tous d'accord que preniez la prévention, où c'est du social, de la qualité de vie, qualité des transports, bref, ce sont les acteurs locaux, d'accord. Si vous prenez les pathologies chroniques, qui sont l'essentiel du risque à gérer, bon, on a compris, alors je ne vais pas parler, on propose un contrat thérapeutique, c'est-à-dire qu'il faut structurer un peu tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ça se pilote à l'échelle du territoire. Et puis, le thème de l'introduction, l'innovation part toujours du terrain. Il n'y a pas une innovation qui est partie de là-haut. C'est vrai dans tous les secteurs. Donc, moi, j'ai toujours pas voulu qu'à l'Institut Santé, on s'occupe d'aller trop loin. Laissons les professions, elles vont parfaitement se réorganiser, mais il faut leur créer l'écosystème qui leur permette de se réorganiser. Aussi bien l'autonomie nécessaire, la vision globale qu'on leur donne, l'autonomie réelle qu'elles ont, et les financements nécessaires et les bons modes de paiement. Et après, ça va rouler. D'accord ? Donc... Non, il ne faut pas avoir peur. Ce que vous faites là, c'est là où, moi je suis un peu positif, on peut appeler ça, c'est un outil, hein, vous appelez ça CPTS, on appelle ça des outils, mais c'est la bonne direction. Sauf qu'il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Sortir un peu, mais c'est normal parce qu'on vient d'un système. L'autre jour, Macron a dit à Vendôme, difficulté, et ça a été mal interprété, mais moi je vois très bien ce qu'il voulait dire. Il dit, mais
En fait, le problème, c'est qu'il y en a un existant, quoi. On veut refonder, mais il y a trop de trucs qui existent, quoi. Et bah oui, mon gars, mais c'est une contrainte, mais tu pars avec ce qui existe. Merci pour votre intervention, Gwenaëlle Huette, médecin généraliste à Perros. Donc j'ai participé aussi à la création de la CPTS. Et avec cette intervention, j'ai l'impression qu'effectivement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai senti quand on s'est réunis pour créer la CPTS, que ça va dans ce que vous proposez, de donner du pouvoir aux acteurs de santé d'un territoire, adapté à un territoire. Après, ce que j'ai pu entendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de peur d'être contrôlé, d'être dirigé, qu'on nous impose. Et voilà. En même temps, voilà, j'aimerais avoir votre avis, voilà, sur ça. Je confirme que cette peur est justifiée. Regardez, il suffit de prendre la PPL, l'a proposée, là, il y a deux, la PPL Horizon et puis machin. Et qu'est-ce qu'on fait là de la CPTS? Qu'est-ce qu'on met au-dessus de la CPTS? On met, encore une fois, on dit dans l'exposé des motifs, il existe 12 échelons territoriaux. Bon, donc en gros, ça a quand même complexifié, vous savez. On en crée un 13e, qu'on appelle territoire de santé, où on dit, sont les acteurs avec l'ARS qui définiront ce territoire. Il y a un conseil territorial de santé, qui est en général le département, dans lequel il y a 50 ou 70 personnes, qui doit être trop autonome. Donc on lui met le préfet et le directeur de l'ARS, on peut dire, et à partir de cette entité-là, on contrôle tout. Donc en effet, plutôt que d'en faire une... Vous voyez, parce que vous pouvez utiliser les mêmes mots avec des fins différentes. Soit vous avez un territoire de santé qui est conçu pour être responsabilisé. Être autonome, ça ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut, son truc. S'il y a un contrat territorial de santé. Mais par contre, à qui on fout la paix et avec des règles du jeu qui sont communs à tous les territoires. Parce que je rappelle que vous êtes quand même assez bien structuré. 100 000, ça ressemble à quelque chose. Ça se voit très vite. Bon, mais enfin, il y en a quand même vachement d'autres. Et encore, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas y adhérer parce qu'ils ont peur de ça. Il y a mais ça ressemble à quelque chose. Enfin, c'est loin d'être le cas partout. Bon, donc tout ça n'est pas très sérieux, entre guillemets. Vous voyez, c'est pas très sérieux. Si on veut c'est sérieux la territorialisation. Si on veut vraiment confier, mais si vous voulez, la question c'est que, enfin, comment voulez-vous que vous connaissez les gens qui sont à l'ARS? Enfin, je veux dire, les compétences de ces gens-là. Ils ont des compétences dans leur domaine, mais comment voulez-vous que ces gens organisent le soin? Or, moi je le vois, que j'accompagne des gens, on me dit est-ce que vous pouvez sur tel dossier, donc j'y vais, mais à chaque fois je me dis mais attends, ça va pas. Enfin, vous avez le directeur de l'ARS qui vous fait attendre pendant 2 heures, vous avez les médecins libéraux, ils ont pris leur après-midi pour y aller, le mec il arrive 2 heures en retard, il est entouré d'un aéropage, je ne sais pas qui sont ces gens-là, il n'y a aucune discussion de fond. Non mais, je veux dire, ça va pas. Vous voyez, donc, on n'a pas les bons pilotes. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, moi, qui m'obstine à chaque fois. C'est sans bonne gouvernance, les systèmes ne peuvent pas fonctionner. Donc, les territoires, il n'y a qu'une seule gouvernance, sont les acteurs. Mais, encore une fois, cette gouvernance, elle est dans un projet de santé global. Ce n'est pas le territoire qui définit ses objectifs de santé publique. C'est défini ailleurs, ça. Vous voyez ? Mais par contre, c'est lui qui définit l'exécution de cette politique de santé. Et c'est lui qui aussi participe à cette élaboration de cette politique, parce qu'en même temps, il faut partir des besoins. Donc les priorités aussi il faut faire remonter, il faut que ce soit un système qui soit ascendant et pas descendant. Donc mais je comprends, hein, encore une fois, parce que les gens sont intelligents. Donc si vos collègues ils disent attends, c'est un peu un attrape-compte ton truc, parce que tu veux d'ailleurs, quand on dit obligatoire, adhésion obligatoire à CPTS, c'est le meilleur moyen pour tuer les CPTS. Enfin, je veux dire, mais c'est d'une bêtise. Mais pourquoi ils font ça? Pour la raison que je vous dis, parce que là, ils disent, là, on les tient tous. On les tient tous, putain. On a trouvé le truc, on va tous les tenir, ça va être obligatoire. Et comment on peut faire justement pour se responsabiliser pour voilà. Rien, non mais rien. Les outils, quels outils on utilise? Non mais rien. Il faut, je veux dire, non mais franchement, enfin, il faut faire ce que vous faites.
c'est-à-dire avec les outils que vous avez, essayer de structurer, parce que c'est les patients, vous faites ça pour les patients, hein, c'est plutôt des contraintes au lieu d'être des supports. Et là, je suis un peu direct, mais c'est quand même le cas, parce que je le dis à ceux qui font ça, et je l'écris, si vous regardez la dernière, donc une fois que vous écrivez, quand vous êtes un peu lu. Bon, donc je pense qu'il faut faire ce que vous faites, c'est-à-dire optimiser dans le cadre actuel, parce que, pas faire grand-chose d'autre, la structuration de l'offre pour qu'elle soit la plus efficace possible. Mais la deuxième chose qu'il faut faire, pour le coup, je veux dire, c'est leur parler à l'assurance maladie, surtout aux ARS, à votre maire, à vos députés, à vous dire, c'est là la discussion qu'on a là. C'est de transmettre la conviction avec vos mots de tout ce qu'on vient de se dire. C'est pas l'obstination dans l'échec et dans l'erreur. Le souci, l'impression que j'ai, c'est que les contacts du support avec certains politiques, c'est qu'ils ne nous écoutent pas. Même en parlant de ça. Oui, mais vous savez, si on se dit tous ça, parce que c'est pareil une montagne, vous savez, moi, créer l'Institut Santé, première réunion était 50, il y avait le truc, personne, enfin, tout le monde était persuadé qu'on n'arriverait jamais à se mettre d'accord, voilà, sur le truc. Et puis oui, on en est là, on en est 300, et puis moi, je sais que les idées diffusent, hein, c'est pas... Si ça vous intéresse, la réflexion, je vous dis juste, c'est les idées, il n'y a pas d'adhésion à l'Institut Santé, c'est simplement, on a envie d'eux. On fait, on a envie d'eux. Mais l'envie, là, nous, c'est de diffuser, de prendre les idées et de les emmener avec ces mots, c'est tout. Pas besoin de... non, il ne faut pas se dire ça. Il ne faut pas se dire ça parce que là, la période, ou sinon, si vous le dites, on n'y arrivera pas. Allez-y, oui, madame. Non, mais c'est bon, je pense que vous l'avez entendu. Les professionnels du territoire que vous proposez sont bien localisés sur un site bien défini. Or, en général, ils aiment bien avoir le retour d'un hôpital à proximité. C'est le discours qu'on entend partout. Or là, vous avez évincé le problème de l'hôpital en disant que c'était eux les grands perdants. Donc j'aimerais bien que vous débloquiez l'avenir de l'hôpital dans votre projet. Est-ce qu'il faut supprimer les GHT? Comment vous définissez l'implantation d'un hôpital dans un territoire? Est-ce qu'il va y avoir un hôpital pour plusieurs territoires? Comment, avec l'amélioration de la technologie, est-ce qu'il peut y avoir des coopérations entre différents territoires où il y aurait différents hôpitaux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une très bonne question parce que comme l'hôpital est un bastion, si vous n'arrivez pas à régler la réorganisation de l'hôpital, là vous savez que vous aurez un point noir. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment les durs des durs, les pelous prud'hommes de la fonction publique. Donc si on avait négligé cet aspect-là, évidemment, on n'aurait pas conservé cette aile-là et on l'a conservée. La question de l'hôpital, elle est, encore une fois, il faut savoir vers où on va. Encore une fois, c'est l'inclusion du territoire dans l'hôpital. C'est une évolution de l'hôpital, ce n'est pas la seule. Un hôpital, ça doit avoir un ancrage territorial. Ça doit avoir une réponse hospitalière à des besoins de l'hôpital, des besoins du territoire. Bon. Ça veut dire qu'il faut en effet sortir de l'ordre des ordonnances de Bray, pas faire une croix dessus, mais il faut les réformer, puisque vous saviez que les ordonnances de Bray, ça a muré l'hôpital. Ça en a fait un espace clos où en fait on y rentrait pour en sortir à la fin de sa carrière, où on y rentrait pour se former et ensuite aller exercer ailleurs. Et ça a formidablement bien marché. Mais on ne faisait pas un peu d'hôpital, un peu de territoire. Donc l'hôpital, quelque part, est sorti un peu de son territoire, parce que c'était le carrefour, etc. Ça correspondait au modèle. Donc, il faut repenser la gestion des carrières hospitalières. Encore une fois, avant d'arriver de savoir la fonction publique ou l'exercice libéral, c'est... tu as de la fonction publique à l'hôpital, très bien, tu es salarié à l'hôpital, mais il faut laisser, si l'hôpital n'arrive plus, encore plus mal que la ville, à attirer des nouveaux talents,
enfin, c'est que ce carcan de l'hôpital aujourd'hui, pour le coup, il est totalement inadapté à la jeune génération. Enfin, l'hôpital ne se rend pas assez compte du moule dans lequel est la carrière hospitalière aujourd'hui, mais ça fait peur. Le truc, je veux dire, mais d'une part, vous n'avez aucune marge de manœuvre, mais enfin, vous savez dans 40 ans à peu près comment vous allez être. Évidemment, ça n'intéresse plus grand monde aujourd'hui. Bon. Donc il faut reconstruire les carrières, on propose des contrats d'obligation de service tous les 5 ans où vous pouvez renégocier le contenu de votre carrière qui est basé à l'hôpital, mais pas que à l'hôpital si vous le souhaitez, etc., etc. Donc vous flexibilisez. Donc vous ancrez comme ça le territoire à l'hôpital. On parle de permanence des soins, de PDS de l'ambulatoire, mais permanence des soins de l'ambulatoire, pourquoi c'est une responsabilité de la médecine libérale? Parce que historiquement, dans le système cloisonné, vous aviez à l'hôpital, c'était la fonction publique, et puis, mais pas dans le système de demain, puisque chacun est libre de son mode d'exercice. Donc dans votre territoire, vous allez, et ça c'est une vraie petite révolution à votre niveau, mais moi j'ai aucun doute que c'est... Mais en effet, vous allez beaucoup plus collaborer avec des gens qui seront dans la fonction publique et avec qui vous allez faire une permanence de soins dans un lieu qui sera défini pour ça, parce qu'encore faut-il investir. On n'a pas investi 1 euro depuis combien de temps dans la médecine de ville? Je veux dire, parce qu'on a cru, et là il y a une responsabilité qui est probablement collective, mais c'est un délire sans nom. Quand vous regardez les investissements des 10 dernières années, il n'y a pas 1 euro dans la médecine de ville. Parce que, encore une fois, on considère qu'en fait, c'est les médecins libéraux, mais c'est pas les médecins libéraux dans la médecine de ville, même s'il y a une dominante libérale, et c'est très bien. Moi, je pense qu'il y a... Ce que je posais comme question, c'était pas tellement le statut des médecins. Ouais. C'était quel lieu, comme les GHT, Non, mais les GHT, ça saute, tout ça, madame, parce qu'en fait, le territoire, c'est le même pour tout le monde. Les GHT sautent. Bien sûr, les GHT, ils sont remplacés par le territoire. Un GHT, c'est un territoire. Mais si, la CPTS, elle est intégrée dans le territoire. Non, mais... la CPTS, c'est hospitalier, libéraux, c'est tout le monde. Donc c'est ça. Ouais. Ben oui, justement. Mais non, mais... Tout à fait. Ouais, vous voyez, ça c'est toujours intéressant parce que... Il faut vous... Non mais, vous voyez madame, parce que vous êtes dans le système actuel. Il faut juste arriver à vous projeter, mais j'ai probablement pas assez bien exprimé cette idée-là. Tout ça, le territoire se substitue à tous les découpages existants territoriaux. Mais ça s'est remplacé par les territoires. Il n'y a plus de GHT, de territoire de psychiatrie, de territoire de permanence des soins. Vous avez un territoire de santé identique qui est conçu pour les citoyens. Parce qu'on approche par le citoyen. Juste un autre point pour l'hôpital, parce que c'est très important. L'hôpital public, il a un rôle d'ancrage territorial, mais il a aussi un rôle probablement d'excellence, de nourrir l'excellence. Il faut arriver à ce que l'hôpital public, c'est comme ça que vous arrivez aussi à conserver tout le monde. Parce que vous vous dites, bien sûr, l'excellence, elle est partout. Mais il faut qu'il y ait quand même un lieu où on puisse, sur le coup, sans logique économique, pouvoir faire des premières mondiales, mais ou pouvoir faire des choses sur le truc. Et l'hôpital public doit rester ça. La recherche doit être partout, y compris en ville, parce que les patients sont en ville, mais il doit y avoir un lieu où on fait une recherche pas comme les autres, qui doit considérer, et là vous pouvez la faire à la recherche publique. Comme l'enseignement doit être partout, mais il doit y avoir à l'hôpital public, parce qu'il a été conçu comme ça, ce CHU. Et gardons les forces qu'on a construites, même si elles sont abîmées, et le CHU doit rester dans cet esprit de la surexcellence, de la recherche de la surexcellence. Donc vous voyez, il faut réinventer l'hôpital public comme ça. L'hôpital public doit arrêter d'être ultra généraliste, de pouvoir faire tout comme ces CHU font tout. On sait bien qu'il faut davantage de spécialisation. On sait bien, donc sur le plan architectural, il faut repenser. Donc il y a un gros travail, mais quand on sait où on va, on peut repenser. Là aujourd'hui, on reconstruit Nantes, Hôpital Nord à Paris, d'autres. C'est hallucinant comme on construit les hôpitaux d'il y a 30 ans. En supprimant quelques lits, ce qui crée des problèmes sociaux parce que les gens sont très attachés aux lits, enfin bon. Mais parce qu'il n'y a pas de vision. Mais c'est un point important que vous mentionnez. Oui, il y a monsieur à côté, et puis madame. Merci. J'avais juste 2 questions en fait.
Enfin, c'est la même question, mais Bon, votre train point est de à vue. 6h50. Alors, ça va. En fait, vous disiez qu'il fallait diffuser les idées, on est tout à fait d'accord avec ça, et en tout cas se faire entendre. Alors, est-ce que, du point de vue, enfin, compte tenu du fait qu'on voit des malades tous les jours et dans toute la France, ça fait beaucoup de monde, est-ce qu'il faudrait que la population s'en empare aussi, c'est-à-dire faire diffuser nos idées à la population? Est-ce que ça aiderait? Et puis, vous savez qu'il y a des promesses de déconventionnement collective pour essayer de faire pression justement pour s'opposer au projet de loi. Et est-ce que, à votre point de vue, ça aussi, c'est un bon moyen de pouvoir se faire entendre? Il faut faire les deux, hein, ce que votre humble serviteur fait d'ailleurs, parce que moi je ne m'empêche pas de pouvoir de critiquer quelquefois, d'être un peu direct sur les choses, mais parce que j'ai quelque chose à proposer. Et donc, si vous voulez, la question c'est qu'il faut essayer de ralentir un peu cet effritement du système, là, avec ce qui est proposé actuellement. Donc ça, je trouve que vous avez les moyens, mais ça, il faut le faire. Enfin, en effet, il faut aussi passer à une phase, et chacun, vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez à l'échelle individuelle. D'accord ? C'est pas le pouvoir d'aller voir le président de la République et de lui dire ce qu'il faut faire. C'est pas ça, d'avoir du pouvoir. C'est auprès de votre réseau à l'échelle individuelle. Mais moi, je suis très attaché à commencer à faire ce qui est à portée de main. Faisons déjà tout ce qu'on peut faire très facilement. Et si on fait tout ça, je peux vous dire que très rapidement, c'est puissant. Bon, sans compter qu'il y a un truc qu'on appelle le numérique aujourd'hui. Mais quand même, le réseau autour de soi, il est ça. Donc oui, vos patients, vos collègues, vos relations personnelles, vos trucs. Voilà, il faut, parce que c'est pas si évident que ça, mais je peux vous dire, nous, tous ceux qui nous ont rejoints et tout machin, mais maintenant ça leur paraît une évidence, comme si au début on se disait, est-ce que je suis très... Non, mais faut y aller. Vous avez bien vu qu'il n'y a rien de compliqué. Mais ça, c'est vraiment important. Monsieur ? Non ? Oui. Vous aviez deux questions. Ah oui, le déconventionnement. Le déconventionnement, écoutez, moi j'ai participé quand j'ai donné une conférence là-bas. Donc d'abord, je pense que c'est si on n'arrive pas à transformer le système, je pense que c'est un risque crédible. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à relancer un modèle à la française universel où tout le monde a sa place, mais universel et solidaire, le système, comme je vous l'ai dit, il va se décomposer en plusieurs, et il y aura des médecins libéraux déconventionnés qui ne manqueront pas de patients, parce que ce que ne comprend pas très bien l'assurance maladie et le truc, pour avoir discuté avec eux, c'est qu'ils se disent non, mais ils oseront jamais. Je dis, mais t'es gentil, toi. Tu crois que tout médecin libéral qui se déconventionne, il n'a aucun problème de patientèle. Le problème, il est pour ses patients, pas pour le médecin. Il aura, si on pense que les Français n'accepteront pas de payer 40 €, ou entre l'arbitrage, entre je paye 40 € ou j'ai pas de médecin, puisque c'est ça aujourd'hui, il n'y aura aucun problème pour le médecin. Donc c'est un risque réel. Et je suis, moi, assez admiratif, franchement, depuis des années où je vois ces soignants tenir, tout mode d'exercice confondu, tenir comme ça, à bout de bras, un système sur lequel on est en train de mettre encore une charge sur les soignants, et les libéraux encore très timides sur cette sortie-là. Moi, je ne suis pas pour cette sortie-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, hein, c'est entre quand il y a le feu dans votre maison, même s'il y a 5 étages à sauter, à un moment vous sautez. Donc là, on est en train de tout faire pour que les gens, quelle que soit la hauteur à sauter, ils sautent. Et à la fin, hein, on aime bien le système solidaire universel, mais enfin, on a tous des factures à payer, une famille à faire vivre. Oui ? Oui, bonsoir. Moi, j'interviens davantage en tant qu'usager. Effectivement, on a une place au CPTS en tant qu'usager. Je suis un peu surpris parfois par la réaction des médecins, de certains médecins, peut-être pas tous, hein, par rapport à ce que peuvent dire les usagers. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça doit être une prise de conscience à la base. Et la base, c'est les usagers. Il faudrait que davantage
on puisse travailler en commun entre les usagers et les médecins sur un pied d'égalité pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir pousser effectivement nos élus à changer de paradigme et à progresser sur une santé publique globale, comme vous le dites. 100% d'accord. Dans ce nouveau système proposé, les usagers sont partout. Le territoire de santé, il est pour les usagers. Dans le pilotage du territoire de santé, et ça, vous avez raison, que certains professionnels de santé ont un peu de mal, mais un peu de mal à dire attention à ne pas donner trop de pouvoir à l'usager. C'est lui qui porte le risque, pas trop de pouvoir. Il y a encore ça. Mais ça, tout ça évoluera dans le bon sens. Mais 100% d'accord avec tout ce que vous dites. Et la réorganisation, elle est vraiment pensée à partir de là. Si vous lisez un peu ce qu'on a fait, vous verrez, parce qu'on travaille avec les usagers. Mais enfin, j'aime pas d'ailleurs dire ça, parce que mais c'est pas encore dans la culture. C'est que, par exemple, dans les CPTS, il y a un grand absent. Je ne sais pas si vous avez mis des usagers ici, mais il y a un grand absent qui est l'usager. C'est pas un truc qui est fait pour l'usager. Bon, sauf il y a vous. Bon, mais dans beaucoup de CPTS, en fait, et d'ailleurs, CPTS, c'est quoi? C'est les communautés professionnelles de territoire de santé. Mais l'usager, si on le considère en vrai, il doit y être. Bon. Mais donc, en effet, ça, c'est de la culture. C'est vraiment un changement culturel qu'il faut mettre en place. Mais vous avez utilisé le mot, on passe d'un modèle curatif à un modèle de santé publique. Vous voyez, vous partez de l'éducation de l'usager, c'est la pierre angulaire du nouveau système. D'accord? Donc, et si possible, dès la petite enfance. Moi, je voulais poser une petite question. J'ai trouvé intéressant quand vous avez dit, en parlant, on va revenir au niveau du territoire. Et au niveau du territoire, bien sûr, des professionnels de santé, puisqu'aujourd'hui, il y a un petit groupe là, de représentants des usagers plus large que Jean-Jacques Durand qui est au CPTS. Ça, c'est intéressant. Et l'histoire on va faire de l'assurance maladie l'outil de l'organisation avec les professionnels de santé et avec les usagers de l'organisation des soins. Alors que c'est devenu depuis 95, enfin vous avez donné 96, c'était la mise en œuvre, c'est quand même l'État qui a pris la main dans les choix qui sont plus devenus les choix des usagers ou des professionnels de santé, mais qui sont devenus la concrétisation de choix politiques. Quand vous parliez des 200 millions, là, c'est le PLFSS 2024 qui coince, parce qu'une nouvelle fois, les choix politiques, c'est de la gestion comptable, et on veut une assurance maladie qui se désengage dans la prise en charge des soins. Parce que le nerf de la guerre, c'est aussi le financement. Alors, dans ce qui m'a un petit peu dérangé après dans ce que vous avez dit, parce que ça peut être intéressant, que les caisses primaires d'assurance maladie modernisées, bien sûr, pas celles qui ont forcément été créées en 46-47. Hein. Voilà, on évolue, ça fait plus de 80 ans. Mais ce qui m'a dérangé, alors ça, c'est intéressant, parce que là, on va faire un PRS en Bretagne, où la directrice générale de l'ARS, elle est quand même capable de dire, bon, on va pas trop s'appesantir sur les besoins des territoires, on va vraiment parler de l'offre sanitaire, voilà. Alors que c'est quand même aberrant qu'on parle pas... qu'on parte pas des besoins de santé de la population. On est arrivé dans un système quand même qui arrive à un bout, quoi. Parce que si la médecine de ville est arrivée dans une situation difficile, c'est aussi parce que c'est l'hôpital qui peut plus remplir certains rôles. Voilà. C'est tout qui va pas. Donc moi, c'est l'histoire du financement. Parce que ce que vous avez expliqué en 96, c'était dans un souci d'économie. Alors vous avez dit une façon de résoudre ce problème de financement, parce que les besoins et les méthodes de soins sont plus coûteuses et que les besoins augmentent, c'est de faire qu'il y ait une prise en charge financière par le patient. Et ça, pour moi, c'est du coup, on rentre dans un système déjà qui est plus très égalitaire, mais qui serait plus du tout égalitaire. Voilà, on n'a pas trop parlé si en 96 Juppé a appliqué la loi de financement de la sécurité sociale avec des choix politiques et des choix des gouvernements, c'était dans un souci de gestion, de restreindre l'évolution des besoins de santé.
Or, où vous trouverez un financement? Moi, j'ai des idées au niveau des cotisations sociales, voilà. Et chacun a ses idées. Mais là, si c'est que dans un souci de transférer aux patients, ça ne va pas forcément marcher, ça va faire éclater notre système. C'est ce que, comme proposait Madame sur le déconventionnement, ça peut être une forme de révolte, sauf que du coup, il y a toute une partie de la population qui n'aura plus la capacité que toute sa famille puisse, à tout moment du mois, avoir accès aux soins Mais primaires. je vous rassure, encore une fois, quand on est dans le travail d'intelligence collective, si on proposait quelque chose qui va dans le sens, mais vous voyez, c'est la question de, on dit quelque chose et comment est-ce que c'est reçu. Alors, d'abord, vous avez dit une chose importante sur le territoire, parce que je ne pouvais pas tout dire, sinon, je demain matin, parce que, pour le coup, on essaie de simplifier, mais il y a quand même beaucoup de composantes là-dedans. Il y a en effet un financement territorial qui doit être prévu et qui doit être piloté par la Caisse primaire d'assurance maladie, parce qu'il y a des besoins dans les territoires qui peuvent être spécifiques, et tous les territoires n'ont pas les mêmes besoins. Donc il y a juste une dimension. Ce qui avait été recherché et à bon escient, encore une fois, dans une gouvernance qui marche sur la tête, avec les FIR, d'accord, c'est-à-dire les fonds régionaux. On avait dit il faut qu'on soit capable de donner un peu de souplesse et qu'il y ait quelques milliards qui soient pilotés à l'échelle des régions. Mais comme ce n'est pas le bon pilote qui a tout ça, en fait, ne sert qu'à éponger les déficits des hôpitaux. Enfin bref, ne joue pas du tout son rôle de donner de la souplesse au financement. Donc il y a ça. Dans le nouveau système de financement, on est parti de, je dirais, enveloppe constante, ce qui est contestable, mais avec une réallocation des ressources. C'est-à-dire que aujourd'hui, la sécurité sociale rembourse 79,5% des dépenses de santé. On ne change pas ça. On ne change pas ça. Il y a une discussion avec les mutuelles à avoir qui remboursent aujourd'hui 13%, sur lequel, puisqu'on supprime les contrats collectifs, on passe sur un vrai système mutualiste de contrats individuels à affiliation individuelle, qui est l'essence même du système mutualiste. Sachant que si vous voulez une moquette de 10 cm et vous faire rembourser de la thalasso, vous le pouvez, mais c'est à l'extérieur du système. Vous pouvez prendre un contrat d'assurance. Là, je parle du cœur du système. Donc, les 20% restants qui sont à payer, comme le dit Madame, c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous savez, votre reste à charge, votre vrai reste à charge, il est de 20% aujourd'hui sur l'ensemble des dépenses. Bon, soit vous le faites payer par votre assureur privé. On a rendu obligatoire ça pour tous les actifs, ce qui est quand même quelque chose de spécial. Et puis on a même divisé le marché de l'assurance privée en deux, les bons risques et les moins bons risques, ce qui est l'inverse d'une économie assurantielle efficace, puisqu'il faut mutualiser les risques. Et on a dit, il y a les actifs qui ont des contrats collectifs, et puis il y a des inactifs qui ont des contrats individuels qui payent 100%. Or, c'est eux qui portent le plus haut risque. Enfin, vraiment, on a quand même un système, je vous l'assure, c'est difficile de faire plus un non-sens économique. Bon. Donc, si vous voulez garder votre assurance privée pour votre reste à charge, vous le pouvez. Mais nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut remettre en effet un vrai ticket modérateur non pris en charge par l'assurance maladie, parce que c'était comme ça que l'esprit français a été fait, avec toutes les exonérations que je vous ai dit. Donc ceux qui n'ont pas les moyens, on ne leur fait pas payer de ticket modérateur. On ne fait pas un ticket modérateur de 30 ou 40%, donc on repense tout ça. À la fin de la journée, 80% pour la sécurité sociale, je n'ai pas d'argument pour dire c'est trop, c'est pas assez, mais en tout cas, pour la paix des ménages, on le conserve. Après, dans les 20%, on redistribue ça de façon à le rendre plus efficace. Mais je peux vous dire que quand vous faites un contrat mutualiste sur l'ensemble de la population plutôt que de séparer les bons risques des moins bons risques, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus solidaire et efficace. Donc non, le nouveau système ne va pas... Enfin, encore une fois, c'était une zone rouge, parce que certains le souhaitent, soit tout rembourser, santé gratuite, mais c'est la santé soviétique, soit chacun pour soi, et c'est en fonction des revenus. C'est pas le modèle français. Oui. Bonjour, Evelyne Lozac, généraliste à Lannion. J'ai ici un article qui m'avait fait bondir, qui reprend les concepts de besoins de santé et puis de bassin de vie.
Et j'ai une carte là, établie par un professeur émérite de géographie, monsieur Vigneron. Et puis c'est quand même curieux parce qu'à partir de cette carte-là, on voit qu'on a un nivellement par le bas et que le bassin de vie de Lannion est excédentaire de 5% de généralistes. C'est bien l'impression que vous aviez. Bon, ça, je ne suis pas expert du bassin de vie de Lannion, mais allez-y, oui, autre. Oui, bonjour. Oui, j'avais une question. La pandémie, en fait, de COVID-19 nous a permis de vraiment mettre en lumière plusieurs disparités géographiques, plusieurs lacunes en termes d'accessibilité aux soins. Donc, quand vous parlez de réorganisation territoriale, est-ce qu'on risque pas d'avoir des problèmes en termes de coordination, de travailler davantage en silo, donc d'isoler ces réalités plutôt que de les mettre en lumière et de travailler en collaboration? Est-ce qu'on risque pas plutôt de faire le contraire? Alors, moi, ce que je crois important, parce que je n'aime pas trop insister sur les outils, parce que quand on descend un peu à un niveau organisationnel, service public territorial de santé, quand on défend, on met des collèges, et puis on met des lieux de permanence des soins communs, pour pas que la permanence des soins, elle n'est pas chez un cabinet médical en particulier ou une maison de santé en particulier, puisqu'on veut, donc il faut qu'il y ait des lieux ou des missions de service public, mais soient communs et que ça soit aussi bien un libéral qu'un salarié qui y aille. Donc il y a des lieux là. Ça permet de la coordination. Un contrat thérapeutique pour le parcours des soins des patients chroniques, ça fait que ce qu'on a fait à l'hôpital, parce qu'on a fait des choses, par exemple les plans cancer, vous savez qu'on a structuré les parcours des plans cancer, on a fait des choses tout à fait remarquables, sauf qu'on a complètement hospitalisé, parce que d'abord à l'époque c'était très hospitalisé, et on n'a pas réussi à faire sortir ça de l'hôpital. Mais il y a les consultations pluriprofessionnelles, il y a ça. On propose carrément le contrat thérapeutique. Donc il faut avoir un peu d'imagination pour mettre de l'huile dans les rouages. Mais encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est de permettre aux acteurs de trouver cette huile à mettre dans les rouages. Je pense que ce n'est pas à l'État de dire, voilà comment vous, si vous êtes libéral, vous allez travailler avec celui qui est dans son centre privé, salarié, et celui... Vous voyez, donc, je ne dis pas que ça va être simple, mais ce qu'il faut regarder, c'est la finalité de ce qu'on veut chercher à voir. C'est-à-dire que vous ayez ce qu'on appelle cette responsabilité populationnelle et préventive. Vous n'êtes pas médecin généraliste des patients de votre cabinet, vous êtes médecin généraliste de votre territoire. Alors évidemment, l'essentiel de votre activité, c'est dans votre cabinet, mais vous avez une responsabilité ailleurs d'organisation d'autres services que simplement les soins courants que vous gérez à votre hôpital. Et c'est ça l'esprit. Et après, il faut laisser les acteurs gérer le quotidien de tout ça. Là, vous le portez parce qu'on voit bien que, je veux dire, cette camisole bureaucratique que vous avez, on parle de ce truc, c'est que ça devient de moins en moins tenable. Le fait qu'on n'ait pas basculé sur une stratégie beaucoup plus préventive qui fait que vous avez quand même une dégradation de l'état de santé de la population mécaniquement avec le vieillissement, vous voyez, alors, me dire, ok, ça va prendre du temps, mais n'oubliez pas que ce qui a un impact de long terme est beaucoup plus urgent que ce qui a un impact de court terme. Vous voyez ? Donc chaque journée de perdu dans cette stratégie-là, et sans compter, contrairement à ce qu'on pense, et si vous avez 2 fois moins de gamins qui se mettent à fumer, ça a un impact très rapidement si vous avez une hygiène bucco-dentaire, etc., etc. Donc c'est pas que du long terme. Enfin, il y a une partie de long terme. Donc c'est pas un miracle, ce que je veux dire. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est la direction à laquelle il faut prendre. Peut-être d'autres façons de la prendre, mais ce qui est sûr, c'est cette direction-là qu'il faut prendre. Alors, on vous propose, donc là, il y a une direction qui est donnée par Monsieur Bizard. On a encore des petites choses sucrées à partager. On a des contraintes après logistique, parce qu'il faut rendre la salle, ranger, etc. Donc, on vous propose de continuer. Monsieur Bizard vous a dit, il est disponible jusqu'à 6h, demain matin, jusqu'à son train, jusqu'à Marseille. Donc, je sais qu'on va avoir plaisir à continuer à échanger
plus de ce côté-là. Merci beaucoup pour nos échanges. De toute façon, on n'a pas terminé.